Mireille Pjanic, il me dit, faut rêver grand. Vieux Lolo, il me disait, t'es concurrent, t'es partenaire, mais t'es surtout concurrent parce que c'est soit toi ou soit moi. La Gambardella, ça a été des moments magiques. Jouer au Stade de France quand t'as 16 ans, 17 ans. Ouais, Pjanic, il en fait partie. Tu te dis, mais il a pas 16 ans, quoi. Il avait 16 ans, mais il avait une maturité d'un joueur de 23-24 ans, quoi. Et c'était comment, Bruno Genesio? Parce que là, c'était vraiment tout début de sa carrière d'entraîneur. Ouais, et beaucoup de caractère. Il avait envie de faire souffrir ses adversaires, de faire des pressing hauts. Ils me disent que non, que ma carrière elle est bien, etc. Ouais. Non, j'ai manqué d'ambition. Respect aux ultras, parce que ce qu'ils font, se déplacer, de payer de leur poche, de mouiller le maillot comme ils le font encore maintenant. On joue pour eux. À chaque match, à domicile, on allait manger ensemble. L'année d'après, on n'a pas gagné beaucoup de matchs en Liga, donc on n'est pas beaucoup sortis. Ouais. Et Carlo, il arrête, et je suis parti à Boulogne. Et franchement, je regrette pas, parce que j'ai côtoyé des joueurs de très haut niveau. On faisait des barbecues après les séances, on était entre nous, tu vois, c'était... Ah oui, c'était top. Pour dire détente, c'était détente. Je recherche un 6 devant la défense, t'es tout en haut de ma liste. 2 jours après, il est viré. Caen m'appelle, donc c'est Caen ou Nantes, avec mon agent Henri, je prends la route, on monte au-dessus. Soit je vais à gauche, soit je vais à droite, tu vois. Je marche un peu sur l'eau, en toute humilité, quoi. Et puis je me pète le genou à la reprise en janvier, quoi. Mais on monte l'année d'après, avec une équipe de malades mentales aussi, N'Golo Kanté. Ah oui, t'as joué avec Kanté. Il a joué avec moi. Ouais. Non, je rigole. J'ai pas été à Monaco, en Ligue 2. Derrière, le Russe, il arrive, il met les millions, et puis voilà. Laurent Aguasi, écoute... Je sais pas qui t'es. Greg, il me laissait faire les séances que je voulais. Il me dit, fais des choses, trompe-toi. Vous avez vu, il y a eu une période difficile où les joueurs ils sortaient pas, avec Antonetti, etc., etc. Avec un tout petit peu de recul, l'histoire te prouve que Georges il avait le niveau. L'histoire te prouve que Clément Akpa il avait le niveau. Il faut être patient. Tu as cité tout à l'heure, je suis sorti à 21 ans. Il y en a, ils sont sortis à 19 ans. Aujourd'hui, on veut que des joueurs ils jouent à 17 ans. Aujourd'hui, t'as 2 joueurs, 2 piliers, c'est Mathieu Hudol, Gauthier Hein. C'est 2 jours de ton centre de formation. Ça veut dire que le club il s'est formé. En fait, le projet il est là, c'est de structurer. Ils ont recruté 10, maintenant 11 directeurs techniques. C'est de structurer tous les centres de formation. À terme, j'ai envie de devenir un très grand entraîneur. Je ne l'ai pas été en tant que joueur. Je vais essayer de l'être en tant qu'entraîneur. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Grenadine. Vous le voyez, il est à côté de moi. Il est assez grand, il a le crâne rasé. Il est d'origine algérienne, il joue au milieu de terrain, il portait le numéro 10. Non, je vous arrête tout de suite, c'est pas Zinedine Zidane, je vérifie quand même, mais presque. Laurent Aguasi est dans Grenadine. Salut Laurent, comment tu vas? Flo, ça va et toi? La petite intro, ça va, c'est... Parfait. Plat du pied sécurité. Parfait. Petite comparaison assez sympa. Assez flatteuse, ouais. Petite présentation quand même. Anniversaire il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Né le 16 mars 1984 à Langres, comme un certain Sylvain Marchal. Exactement. Mais je crois que balle au pied, t'es un petit peu plus à l'aise que lui, non? On n'avait pas le même poste. Ouais, pas le même poste, pas le même pied. Voilà, on avait des qualités différentes, on va dire. Bon, si tu es là et tu passes après un invité de marque, Carlo Molinari, pour ceux qui l'ont pas vu, allez regarder ça. Et je vous invite à vous abonner. Tiens, j'en profite tout de suite. Abonnez-vous, mettez un petit like, un commentaire, partagez l'émission. Ça donne de la force. On va retracer ta carrière. Alors toi, tu es arrivé au FC Metz à l'âge de 14 ans. Tu as connu plusieurs passages au club. Tu as aussi joué à Istres, à Caen, en Grèce aussi. Ça, on en parlera également, ça m'intéresse. À Tours, à Niort, au Luxembourg un petit peu. Tu joues encore avec les vétérans aussi de temps en temps. T'as tout connu ici. T'as même joué avec la réserve quand t'es revenu. Après, t'es passé sur une carrière de coach à la formation. Et maintenant, te voilà directeur technique de la Fédération marocaine de football. En tant qu'Algérien, c'est pas un petit peu compliqué? Non, c'est pas compliqué parce que j'ai été super bien accueilli. Et puis c'était un poste que j'avais envie. C'était un poste que j'ambitionnais, entre guillemets, d'avoir beaucoup de responsabilités. Et puis aujourd'hui, c'est le cas. Donc, mais ça a été vraiment très facile parce que l'accueil et le peuple marocain a été très accueillant pour moi. Donc vraiment très satisfait. Bon, c'est cool. J'ai oublié la petite habitude de trinquer avec l'invité, alors on va le faire tout de suite. À la tienne. À la tienne. Et puis on va attaquer tout doucement, gentiment. On va revenir déjà pour commencer sur tes débuts dans le foot. Comment c'est venu cette passion pour le foot? J'imagine que tu jouais dehors, dans la rue. À quel âge tu as commencé à jouer en club? J'ai commencé très tôt parce que je suis issu d'une famille de footeux. On est 6 garçons dans la famille. Donc, ouais. Donc ils ont tous joué. Moi, je suis l'avant-dernier, donc j'ai suivi les pas de mes frères. Pour faire des foot, ça aidait du coup. Il n'y avait pas besoin de trouver beaucoup de monde dehors. Ouais, ça aidait. C'était plutôt simple. Et puis, je venais d'un petit quartier chez moi à Langres. Et puis, on jouait en bas de la maison, on jouait en bas de l'immeuble. C'était super sympa. C'est des moments inoubliables. Et après, je suis parti aussi au Langres.
là où est passé Stéphane Morisot. Et donc j'ai suivi un peu ses traces, et puis au fur et à mesure, on a gravi les échelons, et puis après j'ai été repéré par Metz, notamment sur les interligues avec la sélection Haute-Marne, et puis Monsieur Sarr, qui était le recruteur à l'époque du FC Metz au centre, et après Francis de Tadeo m'ont recruté pour que je vienne au centre. Et pour la petite anecdote, j'étais le plus jeune joueur du centre de formation à cette époque-là, parce que comme je venais de Langres, il y avait à peu près 200 km, je pouvais pas rentrer chez moi tous les week-ends, et comme je suis arrivé en préformation, donc normalement je devais être au collège Arsenal et à l'internat, et ils m'ont mis directement au centre de formation, donc j'étais un peu le Privilégié, ouais. privilégié, mais aussi un peu la coqueluche du centre. Donc ils ont fait énormément attention à moi, et puis notamment Madame Reich, qui était la régisseuse un peu, qui a vraiment pris le relais de ma famille. C'est venu à quel moment l'envie d'être professionnel? Est-ce que c'était déjà à Langres dès que tu as commencé, ou c'est plus venu quand tu as intégré une structure pro, que tu as vraiment vécu ce que c'était, tu vois, le rythme des entraînements, vraiment une qualité professionnelle, une meilleure qualité de séance que dans ton club amateur? C'est là que tu as pris conscience que c'était ce que tu voulais faire? Non, dès le plus jeune âge. Direct. Plus jeune âge, ouais. Mon père m'a quand même mis très vite le pied à l'étrier en tant qu'ancien footballeur amateur. J'ai adoré ça. À l'école, en bas de chez moi, dès que j'avais 5 minutes, je voulais jouer au foot. Et pour la petite anecdote, je retrouve ça au Maroc. Je retrouve les gens qui jouent dans la rue, qui jouent dans les quartiers, qui jouent à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée. Et c'est vrai que en France, avec la nouvelle génération, avec la génération Z entre guillemets, avec les réseaux, avec les tablettes, etc., c'est vrai que ça s'est perdu un petit peu. Et là-bas, je retrouve ça. Donc moi, je l'ai connu très vite. Et puis après, j'ai fait débutant, pupille, minime. Et puis après, je suis arrivé à Metz. Mais dès le plus jeune âge, avec les potes, on jouait en bas du quartier. Donc très tôt, j'ai voulu devenir footballeur professionnel. Et puis à l'époque, on avait un décodeur Canal+ à la maison. J'avais ce privilège-là, moi. Donc je regardais tous les matchs. Donc ça m'a aussi bercé. Et puis regarder un petit peu les coupes du monde, etc. Donc ça a commencé par ça. Et puis très vite, j'ai eu envie d'être footballeur professionnel, quoi. Et si t'avais pas été footballeur, qu'est-ce que t'aurais aimé faire? Toujours la question difficile. Franchement, je sais pas. Ouais, toi c'était le foot ou rien, quoi. Je peux pas te dire ça, parce que peut-être que j'aurais fait d'autres choses. Peut-être que je serais parti sur une autre voie. Mais c'est vrai que c'était un rêve, et j'ai essayé de me donner tous les moyens pour y arriver. J'ai fait ma carrière correcte. Je trouve que c'est une carrière correcte. Une belle carrière, moi. Donc voilà. Mais c'est vrai que je suis plus satisfait. Et j'avais 2 rêves. Franchement, j'avais 2 rêves. Mon premier rêve, c'était d'être footballeur professionnel. Et le deuxième, quand j'ai commencé à être footballeur, ça a été d'être entraîneur. Ah, je pensais que c'était faire l'émission Grenadine. Non. Ah, troisième rêve, peut-être. Désolé, mais non. Ça n'existait pas encore. Non, ça n'existait pas encore, mais c'était mon deuxième rêve. Et aujourd'hui, c'est en marche. Ouais. Parce que aujourd'hui, j'ai passé tous mes diplômes. Et il m'en manque plus qu'un pour être entraîneur professionnel. Mais bon, il faut y aller étape par étape. Aujourd'hui, j'ai réussi à avoir le formateur assez rapidement. Mais voilà, ça en marche. Et puis, je suis très content, parce que je vis de ma passion. Et c'est vrai que je me sens comme un privilégié quand même. Comment ça se passe au niveau du sportif? Quand toi, t'arrives à 14 ans, tu l'as dit, donc très jeune, t'es le plus jeune du centre de formation. Comment ça se passe, cette découverte, comme je le disais juste avant, un nouveau monde, quoi, un nouveau rythme, les entraînements tous les jours et tout ça. Le niveau aussi, comment tu t'adaptes, toi, en venant, certainement tu devais être peut-être le meilleur joueur de ton équipe, et là t'es un parmi, ce que je demande souvent d'ailleurs, parce que souvent les joueurs qui viennent de leur club, là c'est le meilleur joueur de l'équipe qui intègre un club où il y a que des meilleurs joueurs de leur équipe, en fait. T'as un temps d'adaptation. Après, je te cache pas que ça a été dur au départ, parce que tu quittes ton foyer familial, tu quittes tes repères, tu quittes une scolarité que tu connais, tu quittes tout, en fait, pour un univers que tu connais pas. Donc c'est très difficile. Il y en a qui arrivent à s'adapter plus vite que d'autres. Je te cache pas que ça a été difficile au départ. J'en ai même pleuré au départ. Parce que je suis arrivé. À l'époque, c'était les 2e années en nationaux, les premières années en régional. Et je comprenais pas trop au départ. Je me suis dit, mais pourquoi je joue dans la 2e équipe? J'ai toujours été capitaine dans mes équipes chez moi à Langres. Je jouais, j'étais titulaire dans la meilleure équipe, des fois même surclassé. Donc
c'est pas un choc, mais c'est quand même des interrogations. Et puis au final, je suis resté parce que j'avais envie de faire ça, quoi. Et puis surtout, je voyais que j'avais la capacité, que j'avais le niveau pour pouvoir me battre avec les autres. Quand je dis me battre, c'était plutôt de manière positive. Donc, et puis au fur et à mesure, j'ai travaillé. Ça a été dur au départ parce que l'aspect athlétique notamment, on travaillait beaucoup sur les courses, sur la répétition de courses, sur le volume de courses, ce qu'on fait un peu moins dans un club amateur. Et au final, j'ai vu que j'avais des qualités, peut-être même supérieures à d'autres. Peut-être j'avais moins de qualités que d'autres. Mais je me suis dit qu'il fallait travailler. Et puis au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons au centre de formation, quoi. J'ai vu que tu avais connu l'équipe de France à peu près à cette période-là, en 15 ans, en 1999. Comment c'était? Parce qu'il n'y a pas trop de chiffres là-dessus. Je sais pas si tu as joué beaucoup de matchs. Qui est-ce qu'il y avait aussi? J'ai pas réussi à... Je suis de la génération 84. Donc c'est la génération qui a été championne d'Europe, championne du monde. Anthony Le Tallec, Sinama Pongol, Mourad Megni et plein d'autres. Mourad Megni. Voilà. J'ai été pendant presque 1 an et demi, juste avant l'Euro, en Angleterre, qu'ils ont perdu en finale contre l'Espagne. Je crois que c'était Torres, qui est 84. Ouais. Non, c'était une belle aventure qui m'a énormément servi par la suite, parce que aujourd'hui j'ai su développer des choses en moi, mais à la base quand je suis arrivé j'étais quelqu'un de très timide, et le centre de formation m'a permis de m'affirmer en tant qu'adolescent, après en tant qu'adulte. Et cette période-là, quand je suis arrivé en sélection, sincèrement j'étais trop timide. Donc j'ai pas pu montrer tout ce que je savais faire en club, notamment avec Olivier Perrin et Eric Leca, et aussi par la suite avec Pascal Janin. Mais cet épisode-là a été très marquant pour moi, parce que je me rappelle, Francis était venu au tournoi à Bonneuil-sur-Marne, je crois. On avait joué le Danemark et je sais plus qui, et au retour il m'avait demandé comment je m'étais senti. Et lui, il m'avait pas reconnu, en fait. Il m'avait pas reconnu et il m'avait dit, voilà, aujourd'hui, moi, je t'ai pas reconnu. C'est peut-être que t'as pas le niveau pour être en équipe de France. Donc, je pense qu'il m'a piqué aussi dans mon orgueil. Et puis il m'a dit, peut-être que tu verras le championnat d'Europe à la télé, ou t'iras, je sais pas, mais il faut que tu prennes conscience de ça, parce que je pense que t'as les qualités pour faire des choses. Ou, je sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de certitudes, mais au final il m'a quand même piqué, et puis 1 an après on a été champion avec Metz en championnat de France et en Gambardella, et les autres ne l'ont pas été. Bon, ils ont été vice-champions d'Europe, mais ça a été une expérience très, très intéressante, très, très enrichissante pour moi. Et puis j'ai rencontré aussi des gens avec de grosses qualités. Tout à l'heure tu disais que tu viens d'un club amateur, tu fais partie des meilleurs. Là c'est encore un cran au-dessus. C'est encore un cran au-dessus. Et voilà, donc, mais quand tu regardes toute cette génération-là, il n'y en a pas énormément qui ont fait des carrières professionnelles. Même sur la régularité aussi. Sur la régularité, sur 10-15 ans. Il y en a qui ont fait 2-3 ans et après ils ont arrêté. Moi, j'ai eu cette opportunité-là de faire de la Ligue 1, un peu de Ligue 1 et beaucoup plus de Ligue 2. Mais de faire des saisons pleines, je trouve, à chaque fois aussi. Des saisons pleines. Et voilà, donc, mais je pense que cet épisode-là m'a énormément servi pour la suite. Tu as fait la transition un petit peu, la formation aussi, c'est ce qui a marqué ton parcours au centre, c'est aussi cette génération-là, avec, on va les citer, Ludo Bragnac, Seb Renoir, Franck Beria, Emmanuel Adebayor. Je sais pas s'il était déjà là pour la Gamba. Si, il était déjà là, j'ai eu le doute là. J'ai eu le doute, oui, parce que c'est vrai qu'il arrivait très jeune. Et heureusement qu'il était là, c'est celui qui mettait les buts. Je me suis dit, est-ce que je me suis emmêlé les pinceaux? Mais grosse génération, vous gagnez le championnat et la Coupe Gambardella, ça c'était une saison exceptionnelle. On fait un doublé. Alors je sais pas si c'est encore historique. À l'époque, c'était historique. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a refait depuis. Mais c'était une année incroyable, mais vraiment incroyable à tout niveau, parce que vivre des moments comme ça dès le plus jeune âge, à Metz, je crois que ça faisait 20 ans que le Gambardella n'avait pas été remporté par le club. 80, je crois, ou 81. Voilà, 81, nous en 2001, et après ça a été gagné par la 2010. En 2010. Donc non, c'est des moments inoubliables. Parce qu'on fait le doublé. Et on passe par la petite porte en championnat de France, parce qu'il fallait gagner contre Strasbourg, je crois, le dernier match par 2 ou 3 buts d'écart. On gagne 4-0, je crois. Et l'équipe adverse perd.
Donc, non, la Gambardella, ça a été des moments magiques. Jouer au Stade de France quand t'as 16 ans, 17 ans. C'est exceptionnel. Je nous revois encore quand Carlo il descend et c'est lui entre guillemets qui nous remet la coupe et il soulève la coupe avec nous. C'est des moments exceptionnels. Franchement, quand je t'en parle, j'ai encore un peu la chair de poule parce que je paierais pour revenir à cette période-là vraiment. Je paierais vraiment. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, je me dis que en tant que formateur aujourd'hui, essayer de transmettre cette envie, cette joie de vivre, ces émotions-là à des jeunes joueurs, je trouve que c'est un beau passage de témoin. Donc voilà, mais le doublé après avec le championnat de France quand on gagne à Bordeaux. Pour la petite anecdote, on avait réservé une boîte de nuit à la Ça y est, les langues se délient, il y a prescription, c'est bon. À la fin du championnat de France. Sauf que le bus, il est jamais arrivé à Metz tout de suite, quoi. Ah oui, ok. Il est tombé en panne. Ah oui. Donc on est resté dans le Soirée annulée. Voilà, on est resté dans le bus. Et puis bon, on a fait un peu la fête un peu plus tard, mais c'est vrai que ça, c'était assez marrant. Et après, on s'est retrouvés quelques années plus tard en Ligue 2, mais je pense qu'on en parlera. Ouais. On en parlera. C'est vrai que vous êtes tous retrouvés. Ouais. Et puis aussi une rencontre. Pascal Janin, qui a été notre formateur, qui était chez les pros, entraîneur des gardiens avec Joël Muller, et qui faisait en même temps coach des 17 ans. Ouais. Ça a été aussi pour moi une rencontre importante dans mon cursus de footballeur, mais aussi aujourd'hui de formateur, parce qu'il était très très axé sur le jeu, sur la compréhension du jeu, et ça, moi, ça me parlait beaucoup, donc ça a été quelqu'un d'important dans mon parcours. Petit clin d'œil aussi, c'est la Gamba, c'est contre Caen que tu rejoindras plus tard. Ouais, et on en a parlé avec Jérémy Sorbon quand je suis arrivé au Stade Malherbe, et malheureusement pour lui, ouais, il a perdu cette Gambardella. Mais c'était un super souvenir pour nous. Et puis ça m'a fait plaisir de rejouer avec Jay derrière. Et puis après, je l'ai rencontré après quand il était directeur sportif de Guingamp, parce qu'il m'a proposé le poste de directeur du centre. On en a reparlé. Et bon là, par contre, ça s'est pas fait parce que j'avais décidé de rester ici. Mais au final, ouais, j'ai joué à Caen. Peut-être une des plus belles, des plus beaux moments de ma carrière, notamment sur la première année, sur les 6 premiers mois où là, j'avais 27-28 ans, où j'ai vraiment senti que je pouvais donner la pleine mesure de mon potentiel en fait. Avec cette génération-là, il y a aussi ce phénomène de concurrence quand on est chez les jeunes, qu'on est juste avant le passage chez les pros. C'était comment toi t'as vécu ça entre vous, le fait d'être à la fois potes, etc., de bien s'entendre, mais aussi il faut se tirer la bourre parce qu'il faut aller aussi gagner sa place. Tu le sais dès le départ, de toute façon, quand tu rentres au centre de formation, Francis de Tadeo, quand il te recrute, il te dit la première chose qu'il nous a dit, c'est et moi je l'ai aussi réutilisé quand j'étais formateur à Metz, c'est est-ce que tu es capable de souffrir ? Parce que quand tu rentres dans un centre de formation, quand tu rentres dans l'écosystème d'un centre, t'es concurrent, t'es partenaire, mais t'es surtout concurrent parce que c'est soit toi ou soit moi. Et à un moment donné, après au fur et à mesure, tu fais presque abstraction de tout ça parce que tu t'entraînes, tu travailles, tu vas à l'école, t'es dans une machine à laver en fait, et tu vois pas le temps passer. Et puis après, tu lis des amitiés. Et après, je pense que nous, en Gambardella, et c'est là, je pense que la force de Pascal Janin, c'est qu'il a réussi à créer un groupe. Alors on venait peut-être, il y en a qui jouent en réserve, il y en a qui jouent en 17, il y en a qui jouaient, tu vois, un peu partout. Et il a réussi à créer un groupe et une unité. Et puis, de toute façon, quand tu gagnes, ça cultive aussi cette notion de groupe. Et puis, au final, tu le vis normalement, sans en prendre conscience. Parce que tu restes quand même un adolescent ou qui va devenir adulte, mais t'as pas encore toute cette notion-là. Et puis au centre, c'est comme une famille, on était des frères. Mais que ça soit des U15 jusqu'à la réserve, quand tu gagnais un match, t'avais tout le monde qui te regardait, et c'était la victoire d'un centre, c'était pas la victoire d'une équipe, ou pas la victoire d'un joueur. Quand tu vas en équipe de France, c'était la victoire d'un centre, c'était pas la victoire d'un joueur. Et je trouve que ça, il faut le cultiver. Et puis je pense qu'il y avait aussi l'ADN FC Metz, l'ADN Grenat. Je me rappelle du match contre Lyon chez nous. On gagne 2-1. On joue à Saint-Symphorien. Alors que tout le monde ne voulait pas qu'on joue à Saint-Symphorien parce qu'on jouait l'ogre lyonnais. Et je crois que c'est Carlo, qui a pris la décision.
Et là, il y avait beaucoup de monde. Il y avait tout le staff pro, il y avait les supporters et tout. Et on gagne. Et quand tu vis des moments comme ça à 17 ans dans un stade aussi mythique que le stade Saint-Symphorien, bah, ça crée des choses en toi et ça crée des choses avec tes coéquipiers. Et après, il n'y a plus de notion de remplaçant titulaire. Il y a une notion de victoire et de groupe, quoi. Adebayor, tu me disais, c'était vraiment impressionnant. Qu'est-ce qui faisait qu'il était au-dessus? Bah, il faisait tout mieux que les autres. Ouais. Il sautait plus haut, il allait plus vite, il driblait mieux que les autres, il courait longtemps et il faisait tout mieux que les autres. Même les bêtises, il les faisait mieux que les autres. Ah là aussi, la prescription. Voilà. Faut raconter. Bah non, mais il a pas joué la finale. Ah oui. Il a pas joué la finale, il la joue pas la finale. Alors que ça a été peut-être le joueur plus de l'équipe, même si on avait un très bon collectif. Mais c'était le joueur plus et il a pas fait la finale parce que il a fait des conneries dans la semaine, etc. Et Pascal Janin, il avait décidé, par rapport à cet effet de groupe, de dire non, bah t'as fait le con, tu joueras pas la finale. C'est vrai que j'avais pas vu son nom sur la fesse. Peut-être pour ça que j'étais pas sûr qu'il était là. Ouais, et je sais que ça avait fait beaucoup de remous. Carlo, Francis, ce qui est logique. Moi aujourd'hui, je suis en position de directeur. Je sais que ton meilleur joueur, il joue pas, ton meilleur potentiel, on l'a vu par la suite par rapport à la carrière, ne joue pas sur une finale. Son remplaçant, entre guillemets, il joue, il marque. Et quand on marque, on va voir Manu dans la tribune. Donc tu vois, par rapport à l'effet de groupe et tout, ouais. C'était quelque chose de fort. Et puis après en championnat, il a étalé toute sa classe. Et je veux pas dire qu'il nous a fait gagner le championnat à lui tout seul, parce qu'il avait besoin d'une équipe. Il y avait Sega aussi, son compère, Sega Doudou, qui a été une belle personne pour moi au centre de formation, parce que je les ai vus arriver juste après moi. Et on était tous les trois, on était 15 ans, on était tous les trois au centre de formation, alors que les autres étaient au collège Arsenal. Et puis, non, Manu, c'était... Franchement, depuis que je joue au football, depuis que même je forme certains joueurs, sincèrement, c'est peut-être l'un des 3 meilleurs joueurs à cet âge-là que j'ai vu de ma carrière. Franchement, il faisait des trucs de fou, quoi. Avec une facilité, avec une aisance déconcertante. Et puis c'était un enfant. Je l'ai vu débarquer au centre, il avait une chemise, il avait des sandalettes. Il pleuvait, il allait s'entraîner sur le synthétique. Et je me dis que c'est beau ce qu'il a fait. C'est beau ce qu'il a fait, parce qu'il a fait une carrière exceptionnelle. Donc je l'ai revu la dernière fois sur Paris. On a discuté un petit peu et il sait qu'il doit beaucoup au club. Il sait qu'il doit beaucoup à toute la structure du club. Mais il a fait une carrière de fou furieux. Ouais, Arsenal, City, il a même joué au Real. Il a fait Real, Mourinho. City, Arsenal, Monaco, Tottenham. Tu te dis, c'est des clubs de Champions League. Donc, toi, tu as vécu avec lui dans un vestiaire. Lui, il a vécu le vestiaire avec Cristiano Ronaldo. Tu vois, donc tu te dis, tu vois, ouais. Mais c'est aussi une fierté d'avoir pu côtoyer des joueurs comme ça, comme Mire Pjanic. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. J'allais demander c'était qui les 2 autres que tu me disais, tu vois, les 3 meilleurs que tu as vus à l'âge-là, et je pense que Pjanic en fait partie. Ouais, Pjanic il en fait partie. Franchement, il en fait partie. Parce que lui, il arrive à 16 ans chez les pros. Nous, on était déjà moi, j'étais en Ligue 1 quand il vient chez nous. Et pour l'anecdote, il vient un premier entraînement, on a la plaine de jeu. On fait des petits jeux réduits, des 2 contre 2, 3 contre 3. Et bon, Pascal, tu m'excuseras, Pascal Delomou, bon, il lui a mis un petit point aller-retour sur son premier ballon. On avait entendu parler de lui au centre de formation. Moi, j'allais voir beaucoup les jeunes, etc. J'allais manger au centre de formation tous les jours. Et à l'arrivée, mais quand tu le vois en vrai, tu te dis, mais il n'a pas 16 ans, quoi. Il avait 16 ans, mais il avait une maturité d'un joueur de 23-24 ans, quoi. Et puis il a fait ses premiers matchs, PSG, après Lyon, etc. Et pour l'anecdote en Ligue 1, on fait le match en Coupe de France contre Lyon. Contre Lyon. Je crois que c'est un quart de finale. Oui, ou là, le 9, ça, je me rappelle. On fait quart de finale. Moi, je joue derrière lui, je joue en 6, lui, il joue en 10. Et à l'arrivée, à la fin du match, je sais plus si c'est à la fin du match ou à la mi-temps, je veux pas te raconter de bêtises. T'as Aulas, à Gerland, t'avais le tunnel qui montait, et qui l'attend au-dessus, et qui lui dit, écoute, tu viens quand tu veux, les portes de l'OL sont ouvertes. Après, il a signé à Lyon par la suite, mais il y avait le Barça, il y avait le Bayern, etc. Et je crois que par rapport aux connexions avec Carlo et Cotal, ça va faciliter les choses. Et lui, il voulait pas aussi griller les étapes, j'allais dire. Il a bien eu raison, parce qu'il a joué au Barça par la suite, il a joué à la Juve, il a joué à la Roma. Mais ouais, il faisait des trucs.
Il faisait des trucs qui pour un joueur de 16 ans et demi, ben, c'était pas commun, quoi. Donc non, j'ai eu la chance et l'opportunité de jouer avec ces 2 joueurs-là. Et puis le troisième, c'est Ben Arfa, contre qui j'ai joué, très jeune. Et là, par contre, c'était Là, c'était n'importe quoi. Ouais, il est venu à Saint-Symphorien, il fait 3 passes décisives, l'autre, il marque 3 buts, Benzema. Et c'est son premier. c'est un de ses premiers. Ouais, Benzema, je sais plus, c'est son premier. triplé, je crois que c'est Son son premier premier triplé, triplé en ouais. Ligue 1, ouais. Ouais, On avait joué du 5-1 chez nous, avec un coup franc de Juninho. Ouais. Christophe Marchais doit s'en rappeler. En même temps, Lyon, c'est Ouais. injouable à l'époque. Non, ils étaient injouables. C'est un peu comme Paris aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà. Et tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est, quoi. Mm. Et Seb Basson, qui l'avait connu à Clairefontaine, il nous en avait beaucoup parlé. Et qui me disait, fais attention, ne va pas trop vite sur lui, etc., etc. Mais tu peux faire ce que tu veux. Oui. Tu peux faire ce que tu Tu veux. vas lentement, il te passe. Si tu te jettes, il te passe. Non, c'est des phénomènes. Pour moi, ils faisaient pas le même métier que nous, quoi. Donc voilà un peu pour les 3 joueurs. Ouais, Ben Arfa. Ouais. Des cités, quoi. Ouais, Ben Arfa, j'aime bien. À quel moment t'as commencé à t'entraîner avec les pros, justement, après cette période-là de formation, l'équipe réserve aussi, quand est-ce que t'as intégré l'équipe réserve, et ensuite quand est-ce que t'as commencé aussi à t'entraîner avec eux? Bah, l'équipe réserve assez vite, on va dire. L'équipe réserve assez vite parce que j'avais enchaîné l'équipe de France, après les 15 ans, les 17 ans, la Gambardella et tout. Et Francis, il avait pas peur de lancer des jeunes très très vite en réserve, donc très très jeunes, 16 ans, 17 ans, tu vois, avec Coco Voltaire, etc. Après, chez les pros, ça a été un peu plus difficile. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés avant moi. Peut-être que mon profil ne correspondait pas à l'époque, c'était Jean Fernandez. Seb Renoir est monté plus vite que moi, Aubragnac est monté plus vite que moi, etc. Alors que moi j'avais déjà joué avant eux en réserve, etc. Mais ça fait partie de mon processus et ça faisait partie de mon processus. Et après moi, je suis parti chez les pros, je crois que j'avais 18 ans et demi ou 19 ans. Et puis c'était Jean Fernandez. Et je me rappelle encore pour l'anecdote. Il me demande qu'est-ce que je viens faire sur le terrain, tu vois. Il me demande qu'est-ce que je vais faire là, tu vois. C'était Francis qui m'avait appelé la veille pour me dire qu'il y avait une opposition et qu'il fallait que j'aille chez les pros. Donc on était dans un vestiaire arbitre. À l'époque, tu rentrais pas dans le vestiaire. Ouais, tu restais dans un vestiaire arbitre ou tu restais dans le vestiaire visiteur. Je trouve que ça se perd encore un peu. Tout de suite, un jeune maintenant, il vient dans le vestiaire et il se change avec voilà. Après, on va pas faire les vieux, les anciens combattants, les anciens combattants, mais je trouve que voilà, je trouve que c'est des curseurs qui sont importants. Tu sais où est ta place. Ramasser le matériel, voilà. le faire les chaussures. Exactement. Et puis demande devant tout le monde et il me dit pourquoi tu viens, etc. Qu'est-ce que tu fais là et il a demandé à Greg Proman qui était capitaine, c'est bon, il peut s'entraîner avec nous. Ah oui, il fallait te valider en fait. Voilà, mais en fait il a voulu me titiller, il a voulu me titiller et pour aussi peut-être me mettre bien avec le groupe. Ouais. Et puis c'est Greg, il a dit ok, on le valide. Et puis Greg, je le connaissais déjà parce qu'il venait au centre nous voir, etc. Donc et puis à l'arrivée, je me suis entraîné avec eux et puis c'est parti de là. Et puis après, j'ai fini la saison avec eux à l'entraînement. J'ai pas joué, je jouais en réserve, ça se passait super bien. Et puis après, j'ai repris la saison avec eux et derrière, je sentais pas que j'allais avoir beaucoup de temps de jeu. J'avais déjà fait, je crois, 2-3 ans en réserve. Et puis en discussion avec Patrick Razurel, Jean Fernandez et Francis de Tadeo, on a décidé que je sois prêté. Et puis je suis parti à Besançon National avec Stéphane Paille et Bruno Genesio. J'avais noté ça, j'étais assez surpris de voir son nom. J'ai un peu vu, j'ai dit attends, il a entraîné qui? Parce que j'ai vu que tu avais aussi l'opportunité d'aller à la Louvière. Exactement, avec Albert. Ouais, voilà. C'est ça. Donc je suis parti, j'ai fait 3 jours à la Louvière et je suis parti 3 jours à Besançon. Albert, j'avais envie parce qu'il me connaissait, il m'avait connu en Gambardella, il était l'adjoint de Joël, etc. Et puis après, je me suis dit je vais rester quand même en national. C'était quel niveau juste la Belgique? C'était la Ligue 1. C'était la première division. C'était la première division. J'avais eu les exemples de joueurs qui étaient en national chez nous et qui avaient été prêtés, qui avaient bien marché. Et puis j'ai dit écoute, je vais aller en national. C'était pas très loin de chez mes parents, de Langres, Besançon. C'était pas très loin de Metz. Ouais, c'était. J'avais discuté aussi avec Bernard Zégnier qui m'avait dit va en national, tu vas voir, ça va être dur pour toi, ça va être compliqué. Tu vas être dans un vestiaire d'hommes, etc. Attends, lui, il t'a conseillé d'aller en national alors que lui n'a jamais voulu jouer en deuxième division. Ouais, pour dire, j'ai joué qu'en première division. Ouais.
Quel escroc. Mais à l'arrivée, Bernard, il a eu raison. Oui, pour que Il a ça raison. te Et fier. puis, c'est lui qui faisait le lien et c'est lui qui venait me voir. Oui. Donc, on discutait beaucoup après les matchs, quand il venait à Besançon ou ailleurs, parce qu'il bougeait de partout. Et puis, il m'a été d'une grande aide. Alors, je sais pas s'il s'en rappelle, je pense que si, mais il m'a été d'une grande aide. Et à l'arrivée, j'ai fait une saison pleine. Il y avait les étoiles France Foot et tout. Je crois que j'avais terminé meilleur joueur, etc. Donc c'était vraiment, voilà. Malgré tout, Stéphane Paille, il se fait virer. Et c'est Bruno qui reprend. Et là, j'ai découvert Bruno. Donc, Et c'était comment, Bruno Genesio? Top. Parce que là, c'était vraiment tout début de sa carrière d'entraîneur. Et beaucoup de caractère. Il avait du caractère. Il avait envie de faire souffrir ses adversaires, de faire des pressing hauts, etc. Un peu dans ce qu'il est maintenant. Bien sûr qu'aujourd'hui, il est plus fort. Il a plus de charisme, plus d'expérience. Avec ses expériences qu'il a eues à Lyon, à Rennes, plus les différents entraîneurs qu'il a côtoyés. Mais il avait déjà cette envie-là. Donc non. Et puis proche de ses joueurs. Et j'ai trouvé, il m'a fait aussi progresser avec ce club-là. Mais le club, liquidation judiciaire en fin d'année. Donc moi, je reviens ici, je signe pro avec Joël Muller, sur le retour de Joël Muller. Ah, j'avais noté 10 buts, 6 buts, 10 passes en 34 matchs, pas mal. Tu jouais 10, tu jouais en dessous de l'attaquant. En dessous de l'attaquant. Ouais, on jouait dans un 3-5-2. Donc j'étais en dessous les deux pointes. Et au départ, j'étais parti pour jouer numéro 6 parce que j'aimais ce poste-là. J'ai été formé 10-6. Donc Tu as toujours été entre les deux. Voilà, j'avais toujours été entre les deux. Même en vétéran, encore en ce moment, je suis encore entre les deux. Donc Ahmed. Est-ce qu'il y a vraiment encore des. S'il y a moyen que tu me mettes à mon poste. Donc, mais bon, comme Sylvain, il veut jouer en 6, donc je laisse la place à Sylvain. Tu vois, et puis il y a Greg. Donc Greg, c'est le capitaine. Donc on laisse Greg à sa place. Mais ouais, et j'ai joué en dessous de l'attaquant. Et puis là, j'avais fait une belle saison entre but et assist. C'était vraiment intéressant. Et à ce moment-là, donc, est-ce que toi, j'ai l'impression aussi que tu as eu la patience aussi quelque part, tu vois, de faire un an de plus que les autres en réserve, d'aller en pré en national. Aujourd'hui, tu sais, on voit beaucoup de jeunes. Moi, on me dit que je suis prometteur, mon agent, il me parle à l'oreille, il me dit que j'ai le niveau, je joue pas, je vais aller ailleurs tout de suite, tu vois, ça se fait beaucoup maintenant. Est-ce que tu penses qu'il y a ce phénomène-là aussi? Avant, tu es peut-être un peu plus patient que maintenant? Déjà, avant, pour avoir un contrat professionnel, des fois, il fallait avoir faire 15 matchs en pro déjà. Ce que tous les anciens me disent, il fallait prouver pour avoir, alors que maintenant... il fallait prouver à l'entraînement, il fallait prouver plein de choses. Après, Jean Fernandez, il avait fait jouer les jeunes, Joël Muller, il faisait jouer les jeunes, donc... Non, c'est les discussions que j'avais eues avec le directeur du centre, Francis, à l'époque, avec Jean Fernandez, qui m'a expliqué aussi, etc. Et Patrick Razurel. Donc, non, pour moi, c'était une étape qui me permettait aussi de me mettre face à mes responsabilités aussi à moi. Ok, aujourd'hui, tu joues pas à Metz, c'est bouché pour telle et telle raison. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, on y va. Le national à l'époque, c'était une très belle division. Ça l'est toujours. On prend l'exemple de Bokele aujourd'hui. Il est parti en national à Épinal. Il revient. Il est dans le groupe. Là, il rentre, il marque. Tu vois, donc tu vois, le processus, il peut être aussi intéressant. Et puis il y en a qui avancent différemment que d'autres. Après, moi, je pars du principe que les rencontres, elles sont importantes. Et puis à partir du moment où j'ai eu ces rencontres-là, peut-être que c'était mon destin et je me suis dit voilà, il fallait que j'aille dans ce club-là pour m'affirmer aussi et pour montrer aussi, parce que quand tu es un jeune du centre de formation, quand tu arrives chez les pros, si t'es pas talentueux ou si t'es pas un top joueur comme Miré Pjanic ou Adebayor, on te considère quand même dans ton club formateur comme un jeune du centre. Et pendant des années, on va te considérer comme le jeune du centre jusqu'à 23, 24 ans. Et des fois peut-être même encore un peu plus loin, tu vois. Tu prends Gauthier, aujourd'hui il s'affirme en tant que patron, mais il a dû partir un peu à droite à gauche, tu vois, pour montrer aussi ses qualités et qu'il était capable d'eux. Et moi, c'est ce qui m'arrivait. Quand je suis revenu, on m'a vu aussi différemment parce que j'avais fait des choses. J'avais prouvé des choses en national et ça me permettait d'avoir une toute petite légitimité, mais que j'avais peut-être pas quand j'étais au centre de formation, quand je jouais en CFA2 ou en CFA en réserve, tu vois. Ça, c'était important, quoi. Surtout que certains jeunes là qui restent, certains sont encore là, mais ils jouent très peu. Et c'est compliqué d'avoir soit 10 minutes quand tu rentres chez les pros, ou soit jouer avec la réserve, mais c'est pas pareil, c'est pas le même niveau. C'est difficile de se montrer aussi quand tu vois, quand tu dis que j'ai été patient, d'un autre côté, je peux te dire que j'ai pas été patient parce que j'aurais pu rester à Metz.
J'aurais pu attendre mon heure, entre guillemets. Peut-être qu'elle serait venue, peut-être qu'elle serait... Peut-être Voilà. pas. Mais je voulais jouer. Comme aujourd'hui, peut-être que certains diront que j'ai pas été patient. Je voulais peut-être d'autres choses à Metz, d'autres responsabilités, etc. Ok. Mais j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps et... Le temps n'a pas le temps pour le temps. Bah, j'ai 41... Ceux qui ont la ref. Voilà, aujourd'hui j'ai 41 ans. J'ai pas envie de coacher jusqu'à 80 ans, tu vois, Ouais. 70 ans, 65 ans, tu vois. J'ai envie de profiter aussi de ma retraite, j'ai envie de profiter de la vie, de la famille, etc. Parce que j'ai pas eu de transition déjà entre ma carrière de joueur et ma carrière de formateur. Non, voilà. Ouais. Et pour la petite anecdote, encore une autre, on est à Auxerre, on joue en Ligue 1 avec Yvon Pouliquin. Moi, je suis dans la chambre avec Seb Bassong. On faisait toujours chambre ensemble. Et à l'arrivée, il y a Gaëtan Bong qui rentre dans la chambre. Et il y a Mireille Pjanic qui rentre dans la chambre. Et Flavien Belson qui rentre dans la chambre. Moi, j'étais plus vieux qu'eux. Et je les écoutais parler. Mais ils parlaient de Metz. Mais ils parlaient de Tottenham, ils parlaient de Manchester, ils parlaient de Monaco, ils parlaient de Barça, ils parlaient de tout ça, tu vois. Et ils avaient 19 ans, 20 ans. Moi, à mon époque, c'était pas ça. C'était de jouer à Saint-Symphorien. Si j'aurais pu faire toute ma carrière à Metz, je l'aurais fait, tu vois. Ah ouais. À l'époque, tu Oui. vois, on était beaucoup comme ça. Et on a vu cette nouvelle génération arriver. Et je leur ai dit, les gars, on a un match à préparer tout à l'heure et tout. En plus, on a gagné à Auxerre. Et ouais, mais Mireille Pjanic, il me dit, faut rêver grand, hein. Vieux Lolo, il me disait, tu vois. Et Bassong, pareil, ils avaient cette mentalité un peu américaine, tu vois. Et Il a joué à Tottenham d'ailleurs, Bassong. bah oui, j'ai été le voir. Norwich. J'ai même donné son maillot, j'étais en loge. Donc Newcastle aussi. Newcastle, Tottenham. Et à l'arrivée, et en fait, pour moi, c'est eux qui avaient raison, tu vois. Et moi, j'ai pas eu cette réflexion-là quand j'étais joueur. Donc j'essaie de me l'inculquer. T'as manqué d'ambition, tu penses? Ouais, j'ai manqué d'ambition. On me dit que non, parce que j'ai discuté avec mes formateurs et tout. Ils me disent que non, que ma carrière allait bien, etc. Ouais. Non, j'ai manqué d'ambition. Sincèrement, je te dis que j'ai manqué d'ambition parce que je sais pas, tu vois, parce que j'étais bien, parce que tu vois, quand je vais à Boulogne, je signe 3 ans, on redescend, ils me proposent un nouveau contrat, revalorisation, je suis content, ça se passe bien, la famille est bien et tout. Et tu vois, j'avais mon petit confort, mon petit truc, tu vois. Et je veux pas refaire la même erreur en tant qu'éducateur ou futur entraîneur. Et j'ai cette ambition-là et cette carrière-là m'a appris ça sur moi et sur mes ambitions. Alors peut-être que je suis peut-être trop ambitieux aujourd'hui, peut-être. Mais pour moi, l'ambition, c'est quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de négatif, quoi. Donc voilà. Je suis d'accord. Tu rattrapes peut-être l'ambition que t'as pas eu. Je te dirai ça dans 15 ans, si j'ai réussi à faire ce que je voulais. Mais pour moi, c'est sûr et certain que j'ai un chemin, je veux le faire. Après, j'y arrive pas. Comme disait un certain Kylian Mbappé sur un 20h, ça fera pas de moi une mauvaise personne. Tu vois? Donc ça fera moi juste un mec qui a essayé. Qui a essayé. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et c'est vrai que je vais essayer de faire le maximum possible pour aller le plus haut possible en tant que formateur et après ensuite en tant qu'entraîneur. Quand tu reviens de Besançon, t'étais sollicité quand même avant de signer pro là, à Metz. Tu pouvais aller où? Lille. Ah oui. Lille avait contacté mon agent. Mais Metz avait l'option parce que j'avais signé un contrat espoir. Et puis sincèrement, j'avais envie de venir, moi. J'avais envie de venir. Je sais plus, il y avait un autre club, mais je sais plus, je vais pas te dire de bêtises. Parce qu'à l'époque, le Puel, il faisait jouer beaucoup les jeunes. Ah, c'est vrai. Et après, il a pris Beria, après, il a pris Aubagnac. Il a pris tous les mecs. Donc voilà. L'univers, c'est court. Ouais, t'as rappelé un peu. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, en national, ils allaient chercher beaucoup de joueurs en national. Je crois qu'ils avaient été chercher Fauvergue, je sais plus où, à Béthune, ou je sais plus, tu vois. Donc après, sur de la post-formation. Et puis voilà, donc voilà. Tu te souviens de tes débuts en pro? J'imagine que oui. Ouais, contre Lille. Contre Lille, justement. Contre Lille, ouais. En septembre 2005. Ah ouais. Oui, donc oui, tu devais signer à Lille et... Ouais. Enfin, tu pouvais signer à Lille. Bah ouais, Oui. ils m'avaient sollicité, mais après, ils n'ont pas été plus loin parce que Metz avait l'option prioritaire parce qu'ils m'avaient envoyé le contrat avant le 30 avril. Et puis voilà, donc je joue contre Lille chez nous. Lille, Asimovic, Matmoussilou, Mathieu Bonnemer. Ouais, grosse équipe. Qui jouait la Champions League. Ils avaient joué contre Milan AC, l'AEK Athènes, etc. Grosse équipe, on perd 2-1, je crois. 2-0. Ouais, je crois. J'ai même pas noté le score. Je l'ai regardé, mais Grave, ouais. j'ai vu que t'avais 21 ans, mais Voilà. non, je sais pas.
et voilà, et puis j'ai dû jouer 60 minutes. Ouais. Mais pour l'anecdote, Ça, je me encore une fois, j'aurais dû jouer avant. Je crois que c'était Le Mans ou à domicile. J'avais été titulaire toute la semaine avec Joël dans le groupe. Et au dernier moment, il m'a mis 17ème. Ah, pas cool. Les parents étaient montés. Et là, par contre, c'était l'inverse. J'ai pas été titulaire de la semaine et tout. Et puis il m'appelle, il me dit, on est au Mercure, je me rappelle, place Saint-Thibault. Et il m'appelle et il me dit, viens voir, descends. Voilà. Et puis il me dit, écoute Laurent, tu vas jouer cet après-midi. Et j'étais en chambre avec Greg, Proman. Et puis je remonte et je dis à Greg, il me dit tu joues? Et il me dit ouais. Et il me dit t'inquiète, on est ensemble. Et Greg, il était ce capitaine-là, il m'a rassuré, il m'a parlé. Alors c'est pas mon meilleur match, voilà, c'est pas mon meilleur match, mais Greg avait été d'une grande aide. De toute façon, Greg, il a toujours été d'une grande aide pour moi, même après à Caen quand je suis arrivé, et puis après quand il m'a fait revenir ici au club. C'est une personne que j'apprécie énormément et que j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est une personne qui est exceptionnelle, humble et qui a beaucoup de valeur. Et à l'arrivée, il aidait tous les jeunes. Et il m'a beaucoup aidé. Sur le terrain, il me parlait constamment. Il était toujours derrière à me valoriser, même quand j'avais raté mes premiers ballons et tout. Et il m'avait pas lâché, quoi. Donc non, par rapport à ça, c'était un beau souvenir, pardon. Et par contre, le match était mitigé parce qu'on n'avait pas fait un grand match. Puis ça avait été une saison assez compliquée quand même à tout point de vue. Et toi, les sensations, comment tu vois, quel souvenir tu gardes, les sensations, jouer à Saint-Symphorien à 21 ans, tu vois? J'étais dans une bulle en fait. Ouais. Et j'étais dans une bulle. J'ai pas pris beaucoup de plaisir. Je te cache pas, j'ai pas pris beaucoup de plaisir parce que en fait j'étais rentré dans une équipe qui dominait pas. On était relégable. Tu vois, c'était pas facile de pouvoir s'exprimer au maximum. Par contre, au fur et à mesure de la saison, j'ai pris confiance. J'ai pris des responsabilités dans le jeu, etc. Je crois que j'ai dû faire 11 matchs ou 12 matchs, je sais plus. Et j'ai même marqué mon premier but en Ligue 1 à Nice en fin d'année. Et après, je pense que cette fin d'année-là m'a permis aussi de faire ce que j'ai fait l'année d'après en Ligue 2 quand on est remonté, quoi. 8 matchs, j'avais noté. Mais t'étais en fin de contrat, du coup. J'étais en fin de contrat. Ouais, j'étais en fin de contrat. T'avais des contacts et tout Franchement, non. Parce que j'avais pas envie de partir. Francis reprend l'équipe. Joël passe directeur sportif. Et tout de suite, avant la fin d'année, je crois que j'ai fait les 6-7 derniers matchs titulaires avec Joël. Et puis derrière, ils me disent très vite qu'ils veulent me garder, etc. On va construire une équipe, etc. Avec les jeunes du centre. C'est Francis qui va reprendre. Francis m'appelle, je veux te garder, etc. Et puis je signe 3 ans. Donc je prolonge de 3 ans. Donc il y avait la confiance du club, du président, de tout le club. Et puis à la reprise, je me blesse au genou. 6 à 8 semaines. Ouais. Et l'équipe, elle fait un départ de fou. C'est C'était un peu compliqué au départ de revenir, mais Francis m'a fait jouer. Il m'a fait rejouer, il m'a mis dans le turnover. Et puis après, j'ai gagné ma place. Quand il m'a remis en numéro 6. J'ai regagné ma place. Après, c'était logique parce que l'équipe tournait du feu de Dieu. Mais j'ai été patient par contre là. Là, j'étais patient, j'ai travaillé, j'ai rien réclamé. Et puis le travail, il a payé. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai repris ma place et je me suis imposé en tant que numéro 6. Après, il y a eu le départ de Ludo aussi en plein hiver au Mercato à Lille. Et puis après, on a fait une saison de fou, quoi. Ouais, 54 buts marqués, 22 buts encaissés. Ouais. Je crois que c'est la meilleure défense de Ligue 2, de l'histoire de la Ligue 2. Voilà, c'est ça. Sur les 3 meilleurs buteurs, on a les 2 meilleurs buteurs avec Papis et Babacar. Ouais, Babacar Gueye, 16 buts, Papis, 12 buts. Voilà. Donc, et puis je crois qu'il y avait Jean-Michel Le Sage en plus. Ouais. Voilà, plus Kandia Traoré. Et à l'arrivée, on fait une saison de malade mental. On était très costaud. On jouait à 5 derrière. Mais après, Francis, il avait aussi modifié. De temps en temps, on jouait à 4. On jouait en 4-4 de losange. On était un peu hybride. Par contre, on avait une force, c'est qu'on faisait souffrir les adversaires. Mais vraiment, on les faisait souffrir. Je me rappelle quand on avait joué contre Caen, chez nous, il y avait Greg en face, il y avait les 2 Greg. Greg Leca et Greg Proman. Ah oui. Et pour moi, ils étaient meilleurs que nous dans le jeu. Ils avaient des joueurs de classe Ligue 2, voire de top joueurs Ligue 1. Il y avait Eluchan, il y avait Greg, il y avait Mazur, il y avait Compan, il y avait Nivet, il y avait celui qui est parti à Bordeaux après, j'ai oublié son nom. C'était Gouffran. Gouffran, voilà, Johan Gouffran et tout. Ah, ils avaient vraiment des
excuse-moi le terme, des putains de joueurs. Et nous, on était des jeunes. Mais par contre, on courait partout, on s'arrachait. Comme on dit, là, on mouillait vraiment le maillot. Et puis on faisait mal à chaque fois sur chaque attaque, sur chaque coup de pied arrêté. Je crois qu'on avait marqué énormément de buts sur coup de pied arrêté. Et on les faisait souffrir. Et les deux Grecs, ils avaient souffert chez nous, tu vois. Et à l'arrivée, on avait fait une super saison. Je crois qu'on est champion à 4 journées de la fin. Je me rappelle du dernier match chez nous. L'avant-dernier match, on va à Amiens, on monte. Il y avait un parquage messin, les supporters, c'était un truc de fou. Le même parquage qu'il y avait eu là, la dernière fois à Amiens, voire même plus. On gagne là-bas, je crois 2-0 ou 2-1. C'est Papi Cissé qui marque doublé. On était irrésistibles sur cette année-là. Et puis après, on fait un match chez nous contre le Havre pour le titre. Le stade était plein, presque à l'échauffement. Mais vraiment plein à craquer. Et on est champion sur ce match-là. Je me rappelle, je fais une passe décisive à Dany Gigax. Il avait fait l'échange avec, dans la compensation du transfert de Ludo, qui était venu. Et à l'arrivée, c'est des saisons comme ça, ou des matchs comme ça, où tu vois, je t'en parle maintenant, je te dis, t'as l'impression que tu touches pas terre, quoi. Tu fais des trucs, tu te dis, est-ce que c'est toi, quoi. Puis à la fin du match, tu te dis, waouh, quel pied, quoi. Et puis la relation avec les supporters, on était une bande de potes qui venaient du centre de formation. On s'entraînait, Francis il avait créé un groupe, centre de formation, donc réserve avec José Pinault, avec les professionnels, on s'entraînait sur le même site, il y avait les deux terrains, il y avait des passerelles entre nous, etc. Voilà, on était à peu près 30-35 joueurs. Une vraie famille. Après, ça a été plus difficile en Ligue 1, parce que je pense qu'il nous a manqué des joueurs, on a eu beaucoup de blessés, peut-être le recrutement n'avait pas été aussi bon, et peut-être que nous, on n'avait peut-être pas aussi le niveau de Ligue 1 tout de suite, il fallait nous encadrer avec des joueurs cadres. Des joueurs qui ont 150 matchs de Ligue 1, tu vois. Et à l'arrivée, mais c'était une année de fou. Et tu fais le dernier match en plus. Tu fais le dernier match. C'est la saison là où tu fais le dernier match dans le COP? Je suis suspendu, moi. Ouais, t'es suspendu et tu fais le dernier match dans la génération Grenade. J'ai lu ça. Suspendu et il vient me demander à l'entraînement via le responsable du groupe de supporters et qui il vient à l'entraînement, il me dit ouais, vu que tu fais rien ce week-end, est-ce que tu peux venir avec nous? Moi j'appelle Greg et je dis Greg ouais. Il me dit ouais, non c'est important Laurent, vas-y, tu vois c'est important pour le club et tout, tu vois. T'as pu voir ce que c'était de faire le dommage depuis les tribunes. J'ai vécu une bonne partie du match là-bas et non reste pas aux ultras parce que ce qu'ils font, se déplacer, de payer de leur poche, de mouiller le maillot comme ils le font encore maintenant, on joue pour eux. On joue pour nous, pour le club, ouais, on gagne des salaires plutôt très, très, très intéressants. Mais l'essence même du footballeur, il est vis-à-vis des supporters. Tu joues pour eux parce que c'est eux qui te renvoient les choses. Alors des fois de manière négative, des fois de manière positive. Mais les émotions qui te créent quand tu marques un but, quand tu fais des belles actions, quand tu fais des choses, sans eux, tu peux pas faire du football. Si, tu fais du football amateur, dans une moindre mesure. Mais ils te payent la place, ils viennent te voir. Donc c'était, pour moi, un minimum de reconnaissance vis-à-vis d'eux. Et ouais, ça a été un bon souvenir. T'as pris le micro et tout un peu ou... Ouais, ils m'ont donné, on a chanté un petit peu. Après, j'étais pas trop à l'aise parce que c'est particulier quand même. C'est particulier, tu vois. Et puis après, on est reparti. Je suis reparti dans la tribune, on a fêté ça en bas. Chergay, il avait mis un but de malade mental de 30 mètres, pleine lucarne, etc. On avait perdu. Mais bon, on avait fait la fête, on avait été champion. Mais pour l'anecdote là, encore une fois, on avait un groupe de joueurs. On a beaucoup gagné cette année-là, tu l'as dit. On a pris très peu de buts. À chaque match, à domicile, on allait manger ensemble. Tout le monde, à chaque match, tous les jours. Il n'y en avait pas un qui manquait. On était tous ensemble. On allait en ville, on mangeait tous ensemble. Et ça a créé des choses. Alors on sortait, ouais, on sortait après les matchs. Mais on était jeunes, on était en pleine force de l'âge. Après, on l'a moins fait par la suite. Mais après, l'année d'après, on n'a pas gagné beaucoup de matchs en Ligue 1. Donc, on n'est pas beaucoup sortis. Ouais. Donc, on a tout pris sur l'année de 2006-2007. Mais ouais, on était une vraie famille. Et ça se ressentait dans les matchs. Dans des moments difficiles, on sentait cette alchimie entre nous, entre les remplaçants, les titulaires, ceux qui rentraient du banc. Ils impactaient toujours les matchs. Le lendemain, on allait voir la réserve jouer, parce qu'il y avait des joueurs du groupe qui jouaient, parce qu'on s'entraînait avec eux. Donc non, ça a été une année exceptionnelle. Comme une année où tu te sens presque intouchable. Intouchable, ouais. Voilà.
C'était des très bons souvenirs. On en a parlé, le duo là devant. Babacar Gueye, surtout Papis Cissé, qui a fait quand même une grosse carrière avec la première ligue. Tu voyais déjà à l'époque là, parce qu'il a quand même mis du temps, je trouve. Tu vois, il a eu quand même quelques étapes. Il est passé par Châteauroux, je crois, il a aussi. été prêté, ouais. Il est passé par l'Allemagne. Et puis finalement, c'est vraiment à Newcastle, un peu en Allemagne, et puis surtout à Newcastle qu'il explose. Après, en Ligue 1, il joue pas, tu vois. Ouais. En Ligue 1, lui, Babacar, il joue un peu plus. Mais Papy, je crois qu'il est prêté. Je crois qu'il est prêté. Et après, c'est comme ça. Moi, j'étais pas décideur, c'était au-dessus. Mais non, il avait le sens du but. Après, de là à te dire qu'il va faire la carrière qu'il a faite, franchement, je pouvais pas. Je pense qu'il avait pas le même niveau à Metz qu'ensuite, tu vois. Non, je pense qu'il a progressé aussi au fil de la saison. Je pense qu'il a eu des déclics aussi, tu vois. Je pense qu'il a eu des rencontres, il s'est libéré. Peut-être quand il est revenu aussi de son prêt. Après, il est revenu à Metz en Ligue 2, il a cartonné. Il est parti à Fribourg. Et là, à Fribourg, il est devenu un joueur international, tu vois. Donc non. Après, il marquait des buts. Après, de là à te dire qu'il allait devenir le joueur qu'il a été, quand je vois le but qu'il met à Newcastle contre Chelsea. Mais il avait cette capacité d'insouciance, Papis. Mais bon, sur le titre de Ligue 2, il y est pour beaucoup. Avec Babacar, hein, sincèrement. Et puis, on a eu une personne aussi qui était très importante. C'était Papa Malick Diop, qui était international sénégalais, qui avait fait la Coupe du Monde 2002. C'était le grand frère, en fait. C'était le grand frère. Il y avait Christophe dans les buts aussi. Donc, il y avait Julien François, il y avait Steph Léoni aussi, qui était revenu. Steph, il a été important aussi dans le vestiaire. Steph, il avait connu aussi l'Angleterre, il avait connu tout ça. Je sais que ça n'avait pas été facile pour lui quand il est revenu, mais il mettait une belle ambiance dans le vestiaire. Et puis il a joué, il a été performant. Il nous avait ramené aussi son expérience, parce qu'il avait joué en Premiership et tout, tu vois. Et, ça a été des grands frères pour nous. On avait ce cocon de joueurs avec Jucardi et tout, qui venait aussi de l'extérieur. Mais il y avait aussi ses anciens, Jules François, Steph, qui avait connu aussi le centre de formation, mais aussi le niveau professionnel. Et de temps en temps, voilà, attention les gars, faut pas s'enflammer, c'est ça. Et je pense que l'attelage entre les jeunes, les plus anciens, mais qui avaient aussi été formés à Metz, avait fait quelque chose de très intéressant. J'ai lu que tu avais dit ensuite, quand vous descendez et que vous faites une saison ratée, tu avais le sentiment que vous étiez plus justement une équipe soudée. C'est quoi? C'est un problème de je vais pas dire d'attitude, mais est-ce que certains ont pris trop la grosse tête? Je sais pas, tu vois, qu'est-ce qui a fait que ça marchait plus? Maintenant, avec du recul, tu te dis que t'es en Ligue 2, t'es champion, tu vas en Ligue 1, il y en a ils prolongent, il y en a ils augmentent leur salaire, tu gagnes pas les matchs. Beria, il est parti. Aubragnac, il est parti. Jucardi, blessé presque toute l'année. Bassong, il rate, je crois, les 6-7 premiers matchs, il a une déchirure. Papa Malick Diop, il se blesse aussi. Babacar joue moins ou moins performant. Papis, parti. En fait, t'as plus la même équipe. Ouais, ça fait beaucoup de blessés, là. T'as plus la même équipe, ouais. Après, il faudra demander comment ça s'est passé, mais t'as plus la même équipe. Et avec du recul, j'ai l'impression que notre équipe en Ligue 1, elle est moins forte que celle en Ligue 2. Tu vois, mais j'ai l'impression que ça a perduré un petit peu après dans le temps à Metz. Après peut-être l'aspect économique. Après moi je maîtrise pas, moi j'étais simple joueur. L'aspect économique, t'es obligé de peut-être vendre tes meilleurs joueurs. Après Ludo est parti, Franck Barry était parti. Il faisait partie peut-être des 2 meilleurs joueurs de l'équipe. Donc déjà t'as quand même un défenseur, un milieu qui te manque. Donc voilà, tu vois, t'as quand même ces 5-6 joueurs partis, blessés, qui te font défaut. Et peut-être que le recrutement à l'époque n'avait pas été bon, ou peut-être que nous, et moi le premier, peut-être on s'était pas mis au niveau. Donc voilà, il faut accepter ça. Et puis par contre, la deuxième partie de saison, on avait pris pas mal de points, je crois. On avait pris 22 ou 23 points. Et on a espéré à un moment donné, quand on va gagner à Strasbourg, on a espéré, mais on était un peu trop loin, on était parti un peu trop loin, donc dommage. Ça avait mal démarré, ouais, dommage. C'est quoi cette histoire d'agent qui te force, entre guillemets, à signer au Mans? J'ai lu ça dans un article. C'était mon agent de l'époque. Ouais. C'était mon agent de l'époque qui m'a peut-être pas très bien conseillé. Mais voilà. Non, mais il me dit tout simplement, il me reste un an de contrat, je crois. Et il me dit qu'il y a Le Mans.
Ça se passe, voilà, les téléphones et tout. Et puis à l'arrivée, il veut vraiment que j'aille là-bas, quoi. Il veut vraiment que j'aille là-bas. Donc voilà. Après, moi, je sais que je crois que c'était Rudy Garcia à l'époque. Donc c'était Ligue 1. Hein. Ouais, c'était Ligue 1. C'était Ligue 1 quand ils ont la grosse équipe, là. Bah, quand ils commencent à avoir la grosse équipe, tu vois. Avec Romaric, Gervinho, tout ça. On redescend. Et puis après, voilà. Et puis à l'arrivée, je signe pas. Et puis c'est vrai que ça sort un peu dans la presse et tout. Et puis après le public un petit peu pris en grippe. En grippe à un moment donné. Mais ce qui était logique parce que j'avais envie de partir. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec qui vous travaillez, avec les agents, avec tout ça, parce que les agents, ils peuvent vous monter la tête, ils peuvent vous donner des chiffres. Il faut avoir une vraie confiance en voilà. Et c'est pour ça qu'à partir après ça, j'ai décidé de changer d'agent. Et puis j'ai toujours assisté aux rendez-vous contractuels, etc., des négociations, parce que je voulais pas me faire avoir. Et puis surtout après, ta carrière, elle peut aussi avoir des répercussions en interne ou après par la suite. Donc ouais. Et tu voulais y aller toi ou pas? Le Mans en Ligue 1, ouais, j'avais envie d'y aller. Mais tu voulais pas forcément qui t'aimait, c'était plus rejoindre le Mans. Non, c'était d'aller jouer en Ligue 1. Ouais. Me dire, est-ce que je suis capable de jouer en Ligue 1? Est-ce que je suis capable de m'imposer dans un groupe de Ligue 1? Est-ce que j'ai le niveau pour là? Le club, il t'appelle, voilà, ça se fait pas pour diverses raisons. Et j'avais envie, tu vois. Mais derrière, après, ça s'est pas fait. Je suis resté, on a fait la saison, on a failli monter. On n'est pas 4e, monté. ouais. Voilà, on n'est pas monté. Tu regrettes ou pas de pas être. Parce qu'ils avaient une grosse équipe quand même, ils ont fait un beau petit truc en Ligue 1 quand même. Ça aurait pu peut-être aussi te faire ce tremplin ensuite comme certains joueurs, tu vois. Après, quand tu es sous contrat, tu maîtrises pas toutes les choses. Oui. Tu vois, tu maîtrises pas toutes les choses. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je peux pas te dire si c'est le club qui a refusé, si le Mans a fait une bonne proposition, si le contrat. Si l'argent était trop gourmand. Ouais, ou l'argent, voilà, peut-être ça. Parce que j'ai laissé faire, moi, tu vois. Ouais. Et mais t'étais loin de tout ça, comme tu dis, t'assistais pas à tous les non, jeux. Je faisais rien, moi, tu vois. Je me rappelle, j'étais en stage à comment ça s'appelle on était à Luxeuil-les-Bains. Et je jouais pas parce que j'étais en instance de départ. Je jouais pas, tu vois. Yvon Pouliquet m'a dit, ouais, t'es en instance de départ, tu vas pas jouer au départ, c'est normal, tu vois. Ouais, logique. Et après, j'ai quand même joué. J'ai quand même joué les premiers matchs. Parce qu'à un moment donné, ça s'arrêtait. Mais je savais rien de tout ça, en fait. Après, il m'a dit, ouais, il faut parler, il faut dire que t'as envie de partir, etc., tu vois. Donc, je suis un peu manipulé, tu vois. Donc, bon, après, j'ai arrêté la collaboration. La saison a arrêté. Le président, il a été exceptionnel. Tu vois, il m'en a pas tenu rigueur. Les supporters un peu plus au départ. Mais après, il fallait que je prouve sur le terrain. Et puis, j'ai prouvé. Et puis, ça c'est rentré dans l'ordre. Mais à l'arrivée, il faut faire très attention à. En fait, il faut gérer ta carrière, quoi. Il faut faire attention, quoi. Tout simplement, quoi. Tout simplement. Pourquoi tu choisis parce que du coup tu choisis Boulogne et c'est pour ça que ça se fait tardivement du coup parce que j'ai vu que tu signais au mois de septembre à Boulogne. En fait, t'es arrivé tard parce qu'il y a tout cet épisode. Je fais la saison en Metz en Ligue 2. Ah oui, tu fais la saison et après tu pars. Je suis en fin de contrat. On monte pas. Ça se passe pas très bien, pas pour moi, pas très bien à la fin parce qu'on perd Ajaccio à l'avant-dernière journée et on fait pas la finale entre guillemets contre Guingamp qui venait de gagner la coupe pour monter en Ligue 1. Donc on termine 4e. Je pense qu'on avait vraiment une belle équipe. On procurait un beau jeu. Et je suis en fin de contrat. Et si tu regardes bien la date, c'est l'année où Carlo, il arrête. Tu vois. Et on fait le dernier match contre Guingamp. Je joue pas, je suis remplaçant. Parce que on avait acté que je partais. Et Carlo, il arrête. Donc je me dis, moi j'étais au centre. J'arrête, il arrête. Je suis en fin de contrat. J'ai envie de jouer en Ligue 1. J'ai quelques propositions de Ligue 2. J'ai la proposition de Ligue 1 de Boulogne. Et je me dis, ouais, c'est peut-être le moment, quoi. Tu vois. Et je suis parti à Boulogne. Et franchement, je regrette pas. Je regrette pas parce que j'ai côtoyé des joueurs de très haut niveau. Olivier Capot, Matt Moussilou, Frédéric Darocha. Voilà. J'ai vécu et j'ai vu dans une région exceptionnelle, vraiment. Le Nord. Ouais.
C'est un truc de fou. Non, vraiment, c'est un truc de fou. Par contre, il pleuvait tout le temps et il y avait du vent de fou. Pire que chez nous, quoi. Mais par contre, non, par contre, les gens, ils sont exceptionnels. Vraiment, ils sont exceptionnels. J'ai rencontré Laurent Guyot. Ça s'est plutôt bien passé au départ. Vraiment, ça s'est plutôt bien passé avec son staff et tout. Et j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré le président Voité et tout. Et puis non, on fait une belle saison et on rate le maintien pour l'avant-dernière journée contre Saint-Etienne. C'est Saint-Etienne qui se maintient. Aubameyang, etc. Ouais. Et Oui, quand Galtier reprend l'équipe, non? Exactement, ouais. Exactement. Mais après en Ligue 2, je reste, je prolonge, etc. Tu vois, donc. Mais voilà, la décision de quitter Metz, elle était plus là-dessus. Fin de cycle, ouais. Bah, je pense. Après, malheureusement, le club est descendu en national. Je me dis, si nous, peut-être, on serait resté avec quelques anciens, peut-être qu'on aurait pu peut-être aider, voilà. Mais bon, après. Le mal était peut-être plus profond aussi. Ouais, tu le disais tout à l'heure, les soucis économiques, etc. Ouais. C'est pas la saison-là qui a fait qu'ils sont descendus nationaux. Je pense que c'est un enchaînement aussi. Ils sont descendus 2 ans, je crois, après. Ou 3 ans, je crois. Et bah, ça m'a fait chier parce que ça reste mon club de cœur. Même aujourd'hui, c'est mon club de cœur. Mais tu te dis, ouais. Et puis bon, après, Greg, il est revenu. Donc ça, c'est. Il a arrangé les choses. Mais ouais, après, c'est la vie, c'est comme ça, quoi. À un moment donné. Faut se séparer et puis aussi pour le bien de chacun et faire des choix aussi pour tes joueurs. Ouais, et puis j'avais vraiment envie de rejouer en Ligue 1 pour essayer de voir si j'avais le niveau. Et franchement, quand j'étais à Boulogne, ouais, je me suis dit à ce moment-là, j'avais le niveau. Ouais. J'ai fait une belle saison. Franchement, j'ai fait une belle saison. Mais pourquoi ne pas avoir retenté ailleurs alors? Parce que du coup, tu repars sur la Ligue 2 alors que tu penses que je pense qu'après j'ai manqué d'ambition. Ouais, parce que je me sentais bien. Franchement, je me sentais bien. La famille se sentait bien. J'étais bien au club. J'avais une bonne relation avec l'entraîneur, avec le président, avec les joueurs. J'ai fait venir Vincent Bessa, qui est venu à Boulogne l'année d'après. Attic, Grégory Thiel. On avait une équipe de fou. Grégory Thiel, je me rappelle. On avait une équipe de fou en Ligue 2. Et là, par contre, ça se passe mal. Pas pour moi, mais ça se passe mal en général. Ils avaient investi pour qu'on remonte très rapidement. Ils avaient fait une revalorisation salariale, ils m'avaient prolongé et tout. Et puis, à l'arrivée, je crois qu'au bout de 8-10 journées, on doit être 10e ou 12e, tu vois. Ouais. Le coach il se fait virer, il se fait licencier au mois de décembre et puis après c'est un nouveau qui arrive, Michel Esteban et tout. Ça passe mal. Tu te dis j'aurais peut-être dû partir cet été. Tu vois. Ça se passait pas bien avec qui? Non, ça a été très sincèrement, ça a été une catastrophe. Non, voilà, faut dire les termes là. Ça a été une catastrophe. Malgré qu'il a gagné les 5 premiers matchs. Ouais. Mais bon, dans les entraînements et tout, ça a été une catastrophe. Ouais, c'était pas ma tasse de thé. Et puis après, on monte pas. Moi, j'avais quand même un très bon salaire en Ligue 2. Et puis, il me demande de trouver un arrangement, de couper, tu vois. Il libère les gros salaires et tout. Et puis à l'arrivée, je pars à Istres. Parce que j'ai José Pasqualetti qui m'appelle. C'est un ami de mon agent, Henri Zambelli. Et là, par contre... je résilie à Istres et je descends. Donc je fais le. Non, à Boulogne, je résilie. Boulogne et je descends à Istres. Et en Ligue 2. Et tu vois, c'est les opposés. Ouais. Dans la mentalité, dans tout, tu vois. Et par contre, je signe Canan. On a un deal avec José. C'est Fred Arpinon. C'est Fred Arpinon qui est là-bas, qui est directeur sportif. Et je crois aussi qu'il avait investi dans le club. Et, le monde est petit, à chaque fois, tu vois. Il y a des connexions. Voilà, et je rencontre 2 personnes top. Fred, que je connaissais un peu de nom, parce que moi, je l'avais pas côtoyé, mais bon, il était passé par Metz. Et puis José Pasqualetti avec Nico Usaï, tu vois. Donc, et on fait un deal comme quoi que je fais 1 an, et je veux retrouver un club, entre guillemets, de standing. Voilà, parce que j'avais toujours cette ambition de retrouver la Ligue 1. Et ok, pas de problème, on signe 1 an. Par contre, pas de confort financier, pas de confort structurel, parce que j'arrive à Istres dans un club, voilà. Mais par contre, des putains de joueurs. Des joueurs de fou. Ah ouais. Ouais, il y a Mika Ménétrier qui est dans les buts. Ouais. Tu vois. T'as décidément. Voilà. Et derrière, l'équipe, c'est une équipe de fou. Je vais te dire non. Tu vas dire, wow, c'est quoi maintenant, Vas-y. T'as Palmieri. Ah oui, ok. T'as Riyad Nouri. T'as Eric Schell. Ouais. T'as Petric dans les buts avec Mika Ménétrier. T'as Driss Fetoui qui a fait une grande carrière après en Asie et international marocain. T'as Akrour. T'as Depréville. Ah oui, Depréville, tu l'as connu tout jeune. Ouais. Moi, on a une équipe, mais sincèrement, il n'y avait aucune équipe en Ligue 2 qui voulait nous jouer.
Et j'en oublie, tu vois. Joris Senati, tu vois. Donc, tous des joueurs qui, par la suite, ont joué en Ligue 1, qui ont joué dans des bons clubs de Ligue 2, des très bons clubs de Ligue 2. On finit 6 ou 7e, je crois. Et on n'est pas loin de jouer la montée à Monaco. On mène 2-0 et on perd 3-2, je crois. Oui, Monaco, à l'époque, là. C'était Julie, le coach. Donc, pas Julie. Il y avait Julie qui jouait. Ouais, c'était Marco Simone. Marco Simone, que tu as connu après. Que j'ai retrouvé après, tu vois. Non, par contre, et puis dans le vestiaire et tout, c'est peut-être elle. Ah, franchement. Et José, il m'a réconcilié, entre guillemets, avec le football. Toi, t'avais perdu un peu j'avais perdu à Boulogne sur les 6 derniers mois. J'avais perdu un peu l'amour du foot. Les stratégies de coach, etc. J'avais perdu tout ça. Et puis là-bas, je suis arrivé, franchement, à la cool. Ouais, détente. Ouais, le sud. On faisait des barbecues après les séances. On était entre nous. Tu vois, c'était... Ah oui, c'était top. Pour dire détente, c'était détente. Ouais, mais par contre, on s'entraînait dur. Ouais. Vraiment très dur. Et à l'arrivée, puis il y avait Nassa Krour devant. Ouais. Qui joue encore, je crois. Qui joue encore, oui. En M... Je peux plus jouer, j'ai mal au genou, mais lui, il joue encore. N3, je crois, non? Ouais, il joue à Chambéry, je crois, tu vois. Ouais, c'est 47 ans. Et franchement, putain, on a fait des matchs de fou. Puis venir à Parsemin, avec le vent et tout, tu vois, c'était compliqué. Et puis on est venu à Metz, on a battu 2 fois Metz. Ici, on avait fait un gros match. Et je crois que c'est l'année-là que Metz redescend en national. Et ça devait faire bizarre, non j'étais revenu avec Boulogne. Oui. J'étais revenu avec Boulogne. Mais là, avec Istres, c'était différent. Parce que on avait gagné, on avait fait un gros match, tu vois. Et Metz était plus en difficulté. Metz était plus en difficulté, tu vois. Alors que l'année d'avant, Metz avait gagné contre nous avec Boulogne. Mais ouais, non, super. Avec Nico Isaï, son adjoint, le préparateur athlétique, Chacha. Non, franchement, un trio exceptionnel. Exceptionnel. Un partage du football, du jeu, de la connaissance du jeu. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, ça me sert aussi dans mon management avec les joueurs et surtout aussi dans la compréhension du jeu. Ouais, bah comme une belle personne. Comme quand tu étais à Metz et là, tu vois ce que tu me dis, c'était beaucoup la vie de groupe qui a fait qu'il y avait les résultats qui. Ouais, parce que moi je pense que la vie de groupe, elle est quand même importante, notamment au niveau professionnel. Alors chez les jeunes, elle est importante parce que il faut une dynamique, mais chez les pros, c'est fondamental. Tu vois, tu prends l'exemple de Ancelotti. Je m'intéresse à ce qui se fait au très haut niveau et pour avoir quelques infos aussi avec des gens qui l'ont côtoyé. Notamment Mathieu Bodmer avec qui je m'entends super bien il m'a raconté des trucs tu vois, sur le management de Ancelotti et tout, et qu'il arrive à fédérer des choses. Des fois c'est même pas l'aspect tactique, c'est même pas l'aspect à ce niveau là je te parle. Ouais. C'est le management pour moi aujourd'hui il est fondamental. C'est comment tu vas arriver à emmener tes joueurs, mais aujourd'hui en tant que directeur c'est comment tu vas emmener tes collaborateurs. Est-ce qu'ils vont te suivre, est-ce qu'ils vont pas te suivre, est-ce qu'ils croient en toi, dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important au niveau managérial. Donc voilà, à Istres, je l'ai retrouvé de manière exceptionnelle. Et le fait de vivre la descente de Metz de l'extérieur, tu sais, en étant loin, comment tu l'as vécu, toi ? Un choc. Ouais. Vraiment un choc. Vraiment un choc parce que j'avais encore des connaissances au club. Quand je revenais de temps en temps, je passais. Et tu te dis, il y a des gens qui vont perdre leur emploi au centre, au siège, tu vois. Et puis là, je crois que le président il a été exceptionnel. Je crois que le président il a gardé tout le monde, je crois au maximum. Il a dit voilà, on fait un an et il faut remonter. Donc je pense que le club peut lui dire merci sur cet aspect-là, parce que quand tu vois ce qui se passe ailleurs, pas très loin, ce qui s'est passé à Nancy, bon, ils vont sûrement remonter. Mais ce qui se passe dans d'autres clubs, moi j'ai Tours, Niort. Ouais, je voulais en parler après, on peut en parler tout de suite si tu veux, mais Niort ça vient d'être acté là en plus. Cool. Ils ont joué leur dernier match de R3. Cool, parce que t'as pas des gens solides et qui prennent leurs responsabilités comme a pris Monsieur Serin. Donc aujourd'hui, je sais qu'à un moment donné, les gens ils disent ouais, mais bon, ils l'ont critiqué sur ouais, mais bon, il faut acheter des joueurs, il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais, mais il faut pas oublier qu'à un moment donné, derrière, quand t'es en national, il était là quoi. Il est resté et il a fait en sorte quoi de laisser le club debout avec de l'oxygène et voilà, donc c'était un choc pour moi, franchement ça a été un choc parce que Metz en national c'était pas voilà, mais après je pense qu'ils ont fait les choses grâce au centre, tu vois, avec tous les jeunes, Greg est revenu, après ils avaient recruté aussi Kevin Lejeune, ils avaient recruté aussi quelques joueurs je crois, ils sont remontés
Après, ils sont remontés direct parce qu'après, je les ai affrontés avec Caen. Non, ce club-là doit être en Ligue 1. Alors, en Ligue 1 ou en Ligue 2, je sais pas, mais il doit être en Ligue 1 parce que quand tu vois l'engouement qu'il y a, après, aujourd'hui, il faut pas se parler, il faut pas se mentir. L'argent fait qu'à un moment donné, tu vas pouvoir rester un peu plus en Ligue 1 ou un peu moins. Donc, non, mais ça, pour revenir à ta question, ouais, ça a été un choc quand même. Ça a été un choc. Et après Istres, donc ouais, tu l'as dit, Caen. Quand tu joues en Ligue 2 avec Je Caen. fais Ligue 2, ouais. Ouais, tu fais Ligue 2. Je fais la montée. Tu fais la montée, ouais. Par rapport à ce qu'on disait, tu vois, goûter à la Ligue 1, être un joueur Ligue 1, est-ce qu'à un moment donné, là, tu vois, tu refais de la Ligue 2, encore une fois, 2 ans? Ouais, 2 ans. Est-ce que tu te dis que le train est passé, que finalement, tu vois, tu vas être considéré comme tu vas avoir l'étiquette joueur Ligue 2 et tout ça? Bah, en fait, je vais à Caen pour pouvoir remonter en Ligue 1. J'ai Nantes qui m'appelle. Le premier, c'est Nantes. Vincent Bessac est à Boulogne. Et après, il va à Nantes. Bah, il me renvoie l'ascenseur, entre guillemets. Landry Chauvin, que j'ai eu au formateur il y a 2 ans. Oui. On en a. Et je crois que j'étais vu, il était passé à Frascati, j'étais venu vers le reportage, je me rappelle. C'est ça. Et à l'arrivée, Landry Chauvin, il m'appelle. Il me dit, écoute, Laurent, j'avais joué Nantes les 2 fois avec Istres. J'avais marqué en plus chez nous, j'avais fait deux très bons matchs. Il me dit, écoute, on veut faire une belle équipe pour remonter. On veut prendre des joueurs d'expérience de Ligue 2 qui ont ce vécu-là. Je recherche un 6 devant la défense. T'es tout en haut de ma liste. La famille Kita va t'appeler, etc. 2 jours après, il est viré. 2 jours après, il est licencié. Bon bah Nantes, ça tombe à l'eau. Mais c'est Michel Desarcarian qui me rappelle derrière. Ah oui, ok. Il me dit, écoute, moi, le dossier là, moi, il n'y a pas de problème, on avait joué Clermont. Il était à Clermont. Il avait failli monter aussi, tu vois. Et il me dit, moi, je te veux, etc. Tu vois. Il me dit, il faut juste t'entendre financièrement avec l'Equita, etc. Entre-temps, Caen m'appelle, parce que mon ancien agent, Alain Cavalguilla, il devient directeur sportif de Caen. Et Patrice Garande qui reprend l'équipe, il veut un 6, et il coche mon nom, et il me veut moi. Donc, Caen m'appelle, donc c'est Caen ou Nantes. Et derrière, à l'arrivée, tu te dis, t'as un choix à faire, quoi. Donc, négociation, etc. Et Kita, il me dit, voilà, c'est tel salaire, tu avances ou tu avances pas. Je lui dis, par contre, moi, j'ai Caen, il me propose tant. Non, il me dit, c'est pas vrai, Caen, etc. La taxe de fou. Je lui dis, écoutez, moi, demain, je prends la route. Avec mon agent, Henri, je prends la route, on monte au-dessus. Et donc, soit je vais à gauche, soit je vais à droite, tu vois. Et à l'arrivée, il me dit, non, de toute façon, quand ils pourront pas te proposer ce qu'ils te proposent, etc., etc. Je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai envie de venir à Nantes, parce que je pense qu'il y a un super projet. J'ai envie d'aller à Caen, parce qu'il y a un super projet. Après, ça va se jouer au niveau des conditions, quoi, tu vois. Et puis, il s'aligne pas. Et puis, je vais à Caen. Et puis, au final, je monte à Caen, je signe 2 ans. Et puis ça se passe bien. Franchement, ça se passe super bien. On est premiers, je fais 7 mois de très très haut niveau. Peut-être mes 7 mois, je marque des buts, je fais des passes des... Tu jouais 10 à ce moment-là 6 devant la défense. Et tu marquais des buts. Ouais. Mais franchement, j'ai fait 7 mois où je me dis... T'es intouchable. Ouais, je me dis, je crois que j'avais 27 ou 28 ans. Je venais de sortir d'une très belle saison comment ça s'appelle, à Istres. Et je marche un peu sur l'eau, en toute humilité, quoi. Et puis je me pète le genou à la reprise en janvier, quoi. Quand je te dis je me pète le genou, j'ai luxation de la rotule. Ouais. Normalement, j'en ai pour 8 mois. Je reviens en bout de 4 mois, je crois. Je me fais pas opérer, on me demande de pas me faire opérer. Ouais, on me demande de pas me faire opérer. Et je pense que... Tu vois, tout à l'heure, tu me disais des regrets, pas des regrets, etc. Et le regret, il est là, en fait. C'est que je pense que si j'ai pas cette blessure-là, je pense que déjà, je pense qu'on monte en Ligue 1. Je pense qu'on monte en Ligue 1 cette année-là. Mais on monte l'année d'après. Avec une équipe de malades mentales aussi, N'Golo Kanté. Ah oui, t'as joué avec Kanté. Il a joué avec moi. Ouais. Non, je rigole. Non, j'ai joué avec lui. Bonne réponse. Non, j'étais capitaine. Kanté, le Mar, ouais. Je te montrerai, il y a une belle photo avec Thomas et N'Golo. Et elle est exceptionnelle parce que quelques années après, ils sont champions du monde tous les deux. Donc voilà. Mais on monte l'année d'après, mais par contre, je me blesse très gravement, franchement.
Je me suis même dit peut-être que je vais pas pouvoir rejouer au foot. Ah oui. Ouais, j'avais un genou, il était vraiment pas beau. Et tu t'es pas fait opérer, t'as pas eu peur pour justement la suite? Bah, si je me faisais opérer, j'en avais 8, j'en avais pour 8 mois. Je me faisais pas opérer avec une grosse rééducation, c'était une luxation de la rotule. J'en avais pour 4 mois et demi. On a forcé pour que je puisse finir la saison. Et je joue, franchement, je finis la saison, je finis sur une jambe. Mais je joue quand même, anti-inflammatoire de fou et tout, parce qu'on peut monter en Ligue 1. C'est les risques quand même. Et on doit monter en Ligue 1. Et on joue Nantes, à Darmano, stade de guichet fermé. Et Greg Leca, il était là. Et Greg Leca, il était présent. Et Mathieu Duhamel sur le banc. Faisal Farge sur le banc. Moi, c'est mon 2e ou 3e match parce qu'on va battre Monaco à Monaco pour revenir dans la course. Et on bat Monaco. Et si Nantes perd le lundi, donc on bat Nantes, on monte en Ligue 1. Il restait 2 journées et c'était plié, quoi. Châteauroux et Ajaccio, on a gagné les 2. Et 0-0, penalty. Tout est écrit en fait pour te dire que ça va se passer comme tu le souhaites. Tu reviens, tu as fait des sacrifices, le penalty, tu vas frapper, tu vas marquer, tu vas gagner et puis tu vas monter, quoi. Et pour l'anecdote, il y a le sélectionneur de l'Algérie avec son adjoint en tribune. Voilà. Ouais. Parce qu'après je suis parti en sélection pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis à l'arrivée, tu te dis c'est maintenant, quoi. Et au dernier moment, je change ma position de frapper, je change ma frappe, parce que je me rappelle qu'il y a mon pote Vincent Bessa qui est en face, et qui sait où je tire. Et je change, je rate. Ouais. Bon, il y a 0-0. Je fais tout pour essayer avec l'équipe, etc. Je peux faire 2-3 passes D, on marque pas. Et on perd 1-0, on monte pas. Tu vois. Donc tu fais tous ces sacrifices-là pour monter en Ligue 1. Qui dit monter en Ligue 1, j'avais une prolongation de contrat automatique. Et je pense qu'on méritait de monter en Ligue 1, parce que franchement, on avait fait une belle saison. Et je pense que je méritais de continuer à jouer en Ligue 1. Et on monte pas. Tu vois, on monte pas, et puis c'est difficile. Moi, je le prends pour moi, tu vois, tu rates un penalty, tu montes pas. Alors, avec du recul, tu te dis non, mais t'as eu une saison quand même pour gagner tous les matchs. C'est pas sur un match qui fait que. Mais les gens, ils retiennent que ça, en fait, tu vois. Et j'ai eu du mal à me relever de ça. Je te dis sincèrement, j'ai eu beaucoup de mal à me relever de tout ça. Et l'année d'après, Jay Sorbon, il part. Moi, je suis en sélection. On se qualifie pour la Coupe du Monde avec l'Algérie. Je reviens et il me nomme capitaine. Et puis, on fait toute la saison. On monte en Ligue 1. Et puis ils avaient l'incertitude. Je peux comprendre, tu vois. Ils avaient l'incertitude par rapport avec mon genou. Est-ce que ça va tenir sur la durée? Est-ce qu'on va investir? J'étais quand même un cadre de l'équipe avec un contrat, etc. Est-ce qu'on va investir? Donc, ils se disent, si tu continues, peut-être que ça va être difficile, etc., etc. Et puis, en fait, je prolonge pas. Et puis, je pars en Ligue 1 en Grèce. Ouais. Je pars en Ligue 1 en Grèce, tu vois. Et tu penses que ta blessure au genou, ça a aussi refroidi d'autres clubs, peut-être? Ça t'a fermé des portes? Ouais. Parce que t'avais d'autres contacts que la Grèce? Je dois signer à Sochaux. Ah ouais. Je dois signer à Sochaux. J'y vais, je fais la visite médicale et tout. Hein. Ah, et tu passes pas à la visite? Si, je passe la visite. Ah oui, en plus. Je passe la visite médicale. C'était mon ancien docteur, Fabrice Michel, qui était à Besançon, qui est à Sochaux, après qui est parti à Monaco. Ça se passe super bien. Et à l'arrivée, c'était Chouafni, le coach. Ils savent pas s'ils vont rester en Ligue 1, en Ligue 2 avec Lens. C'est qui avait le problème avec Mamadov, là, etc. Là. Et puis du jour au lendemain, parce qu'ils m'ont fait un test terrain et tout. Ils m'ont dit, alors que le contrat était prêt et tout. Hein. Et puis après, je suis pas resté. Donc j'ai dit, la France, on arrête. Je dis, on va tenter l'expérience à l'étranger. Et j'avais déjà des propositions de l'étranger. Et puis. T'avais quoi comme. J'avais la Grèce. La Grèce. Et des deux allemandes, tu vois. Et j'avais Sandhausen. Et puis à l'arrivée, je m'étais entraîné une semaine avec José Pino, je me rappelle, ici, avant d'aller à Sandhausen, tu vois, avec la réserve, pour m'entretenir. Et puis en fait, j'ai décidé d'aller en Grèce, à Athènes. Je regrette pas. Vraiment, je regrette pas parce que c'était vraiment top. J'ai vécu un super club, structuré. Pas de problème de salaire? Non. Ah non, franchement, j'ai eu aucun problème. J'ai joué avec Tavlaridis. Ah oui. Contre qui j'avais fait mon premier match en Ligue 1. Oui, qui était à Lille. Ouais. Tu vois. Non, top, franchement. Puis derrière, il y avait eu Anthony Letalec qui avait joué derrière dans ce club-là, Diguini, etc. Tu vois. Et il y avait Rafik Djebour, avec qui je joue en sélection. Lui, il était là-bas, mais il avait été transféré à l'Olympiakos. Et je me suis dit, on y va, tu vois. Franchement, c'était top. Les conditions étaient top. Le football grec, à cette époque-là, était intéressant, tu vois.
Bon, ça l'est encore, bon, Un peu moins. un peu plus de croûte. J'ai lu ce matin dans l'équipe, là. Mais non, ouais, top. Et la vie, l'expérience culturelle et tout, vraiment, vraiment très intéressant et très enrichissant. Vraiment, vraiment top. J'ai adoré. Numéro 5 comme Zizou en plus encore. Ouais, j'avais pris le numéro 5. Il restait plus que celui-là, quoi. Bah ouais, je crois qu'il restait plus que celui-là. Et puis il m'avait proposé 2-3 numéros. Et puis, c'est mon idole de jeunesse. Ouais, je voulais te demander. Tu vois, numéro 21, la première fois que je suis Ouais. au MS. C'est vrai. Le numéro 5 à Istres, le numéro 5 là-bas. Ah oui, à Istres aussi, Tu t'avais le vois, 5. à Caen, j'arrive. Il reste plus qu'un numéro. C'est le numéro de Benjnivet. Je voulais pas prendre le numéro de Greg, le 12, par respect. Et il restait que le numéro de Benjnivet, donc je prends le 10. À Metz, j'avais le 10. Et puis, même si je pense que je suis pas un meneur de jeu, j'étais plus un meneur de jeu reculé. T'as préféré jouer 6 alors Ouais, en tant que- Ouais. Mais aussi par rapport à ça, tu vois, je pense que si j'avais joué plus tôt numéro 6 dans ma carrière, je pense que j'aurais fait peut-être une carrière différente. Tu vois. Donc, notamment dès le plus jeune âge. Tu vois, parce que je pense que j'avais plus les qualités pour jouer devant la défense, pour organiser le jeu, que jouer dos au jeu et parce que j'allais pas vite. D'avoir le jeu face à moi était plus simple pour moi que de l'avoir dos à moi. Donc voilà. Et puis surtout quand tu es dans une équipe qui domine pas. À la rigueur, quand tu es dans des équipes qui dominent, tu as toujours le ballon. Bon, entre guillemets, c'est un peu plus simple. Mais dans une équipe qui domine pas beaucoup, qui joue le maintien, Quand on va au charbon, ouais. tu vois, c'est pas la même chose. Donc voilà. Et puis et j'en discutais avec Mathieu Bodmer il y a pas très longtemps. Parce qu'on s'est vu sur Paris et je lui dis mais Mathieu, tu vois, toi aussi. Et lui aussi, il préférait jouer devant la défense. Ah, lui, il a fait tous les postes aussi. Il a fait 10, J'ai joué aussi derrière. Def centre. Ah, toi aussi ouais, j'ai aussi joué derrière dans ma formation. Et un peu en pro. Notamment à Niort à la fin, avec un peu plus d'expérience, tu vois. Dans À l'ancienne. 5. Et puis tu te dis, c'est... ouais, peut-être que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, voilà, ça a été comme ça. Mais je regrette rien, sincèrement, je regrette rien. Faire mieux, il y a la sélection aussi, tu le dis, t'as fait les éliminatoires. Ouais. Et au final, en plus, c'est une période où l'Algérie, c'est quand ils voient la Coupe du Monde, qui sortent en 8ème contre l'Allemagne, non? Ouais, C'est ça? Coupe du Monde 14. 2002, Coupe du Monde 2014. Et toi, au final, t'as Je fais les deux. qualifications. Ouais, tu fais les qualifs, Je fais mais toutes les qualifications, 2 sélections. deux sélections, mais match amicaux, non, les sélections? Ouais, et je rentre pas sur les qualifs. Ça doit être frustrant, ça, quand même. De pas avoir connu de match officiel, réellement ta chance, tu vois. T'as eu deux bouts de match en amical. Ouais, bah, en plus c'était après. J'ai eu mes Ouais. 2 bouts de match après les qualifs. Mais après, je suis arrivé dans un groupe Ouais. où il était déjà constitué, tu vois. Donc pour moi, déjà, c'était déjà exceptionnel. Et là, tu vois, tu parlais de concurrence et tout. Alors par contre, en sélection nationale, Ouais, c'est il à un n'y a, autre pas de- niveau. y a pas de concurrence. Ah oui? Non, il n'y a pas de concurrence parce que tu joues pour un pays, tu joues pour un Ouais, drapeau, tu ok. joues pour une nation. Et là par contre, c'est décuplé. C'est décuplé. Et j'ai vraiment vécu je l'ai vécu parce que j'ai joué 2 matchs. Mais le niveau international, en Afrique en plus, c'est autre chose qu'en Europe. C'est très difficile. On a joué au Rwanda, on a joué au Bénin, on a joué en Guinée, etc. Tu vois, et tu te dis, waouh, quoi, tu vois. Ah, les terrains, faut y avec aller. le climat. Ouais, il faut y aller. T'avais fait nous, des fois, on se plaint là des terrains verts. Non, Dès qu'il y a un petit trou. Il faut y aller. Et c'est pour ça que c'est très difficile de gagner en Afrique. Et à l'arrivée, l'Algérie l'a faite parce qu'elle est partie à la Coupe du Monde. Et puis moi je le vis aujourd'hui maintenant avec le Maroc. Je le vis aujourd'hui avec le Maroc, avec toutes les sélections de jeunes, de U17 jusqu'à U20. Je le vois. C'est un très bon joueur en Afrique. Il réussit en Europe. Parce qu'il y a des conditions qui sont différentes qu'en Europe. Et surtout l'intensité, l'impact athlétique, il est énorme. Mais après, ouais, j'ai vécu des choses de fou. Non, franchement, quand tu arrives en Algérie, tu vas dans le stade, tu joues le soir, il est 21h. Depuis 15h, le stade, ou des fois sur certains matchs le matin, le stade il est plein. À craquer. Ils sont 2 par siège. C'est un stade de 40 000, tu joues devant 60 000. Mais les gens ne se rendent pas compte de l'engouement. Les gens ne se rendent pas compte de l'engouement parce qu'en Europe, tu as d'autres choses. Et ce que représente l'équipe nationale en Algérie, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et franchement, j'ai vécu des moments exceptionnels. Franchement, même j'ai pas joué, tu vois. Même j'étais sur le banc. T'as fait partie de l'aventure et tout ça. Ouais. Et bon, après, j'ai fait des matchs amicaux. Et les matchs amicaux, c'est la même chose. Les matchs amicaux, c'est la même chose. Guichet fermé, l'hymne national.
Et c'est aussi une fierté, tu vois, par rapport au côté de mon père, tu vois, qui est d'origine kabyle. Tu te dis, ouais, t'as quand même fait partie de cette aventure-là, quoi. T'as quand même représenté ça, quoi. Et puis en plus, ça faisait partie d'un moment de ma carrière où j'en avais besoin. J'avais besoin de ça parce que j'avais fait cette période à Caen où je marchais presque sur l'eau pendant les 7 mois. Je m'étais blessé et derrière la blessure, quand je rate le penalty, à la fin, on m'annonce que je suis en sélection et je pars un mois, tu vois. Tu vois, donc ça m'a quand même permis de renouer avec et d'oublier un peu ce qui s'était passé et puis de voyager, de voir des choses, de côtoyer des grands joueurs. Et j'allais dire, Côtoyer des grands joueurs. Fegouli, Slimani, Djibour, Majid Bouguera, Captain Majid. Non, c'est des joueurs de fou. Donc tu te dis waouh, tu vois. Donc non, c'est une aventure exceptionnelle. Une aventure exceptionnelle. Oh, et puis vivre au quotidien, tous les jours à l'entraînement avec Brahimi, des mecs comme ça, c'était top. C'était top. Après, tu reviens en France, on en a parlé, Tours, Niort, malheureusement 2 clubs. Bon, j'étais sur la fin de carrière, tu vois. Disparaissent. J'étais sur la fin de carrière. Tours, pourquoi Tours parce que c'est Marco Simone qui m'appelle, qui m'avait appelé juste après Istres, mais de manière furtive, mais après il n'est pas resté. Ils avaient pris Ranieri à sa place. Donc j'ai pas été à Monaco en Ligue 2. T'aurais pu aller à Monaco. Bah quand il m'appelle Marco il m'appelle, il me dit ouais ça m'intéresse et tout, mais Marco il reste pas. À partir du moment où derrière le Russe il arrive, il met les millions et puis voilà. Laurent Aguazi, écoute, je sais pas quitter. Voilà, mais c'est tout à fait normal. Oui. Et puis voilà, et puis il monte après Monaco. Oui, il monte. Ils avaient pris Ocampo, ils avaient pris Dirard. Voilà, ils avaient mis de l'argent sur des joueurs, tu vois, donc voilà, mais ce qui est logique. Et puis Marco il me rappelle, donc il me dit écoute je vais à Tours, on a un beau projet et tout, etc. Et puis franchement ça se passe super bien. Franchement j'ai passé un an avec Bergogneau, avec Weisberg dans les buts, il y avait Miguel, il y avait Grady qui joue à Lens, Santa Maria. Oui. Tu vois, donc tu vois entre Istres, Tours, tu vois, t'as quand même des joueurs qui ont fait des donc ils m'appellent pour encadrer un peu les jeunes et tout, tu vois. Après, puis après, problème d'argent alors. Bah, au-delà de problème d'argent, c'est qu'il y avait un président qui était, moi je le connaissais pas, mais un président qui était différent des autres, on va dire. Ouais. Pas dire certains mots. Et puis bah tu te dis non, bah il faut partir. Hein. Ouais, il faut partir parce que le club ça va, voilà. Et puis il était content parce que nous voilà, avec Brian, les salaires, on avait des salaires plutôt intéressants en Ligue 2. Et puis bah il te propose de voilà, et puis moi je dis bah il y a Karim Fradin qui m'appelle. Ils ont un super projet à Niort, tu vois, club formateur. J'avais pris des renseignements auprès de Steph Morizot qui avait joué à Niort, de Philippe Insberger, si tu vois, il était de Niort. Et tu te dis, ouais, pour finir, c'est bien, quoi. Donc, je signe 3 ans. Chopin. Ouais. Tu vois, Chopin, Romain Grange, Jimmy Roy. Non, on avait John Brison. On avait une belle équipe, tu vois. À chaque fois, des équipes un peu avec des joueurs d'expérience et tout. Et puis je crois qu'on finit une belle place, tu vois. Et puis ça se passe bien. Denis Renaud, top mec, exceptionnel, tu vois. Et puis au final, on fait 2 ans comme ça. Et puis au final, j'avais plus cette capacité, je pense, physique à pouvoir engendrer tous les jours de pouvoir encaisser des séances et voilà. Et puis il y a Patrice Lerck qui arrive. Et puis lui, les vieux, il fait pas le distinguo entre les vieux et les jeunes. Je fais les mêmes séances que tout le monde. Des fois, j'en faisais plus que les jeunes. À la fin, j'ai dit, bon, j'arrête. Ouais. Et puis, je suis remonté au Luxembourg pour revenir dans la région, tu vois. C'est Romain Ruffier qui m'appelle. Ouais, j'allais dire, il y a Romain Ruffier et Julien Imbert, 2 formés. Voilà. C'est Romain Ruffier qui m'appelle, tu vois. On s'appelait très souvent. Et puis, il me dit, écoute, Lolo, on va peut-être rechercher quelqu'un. J'ai vu que t'as arrêté et tout. Est-ce que ça peut t'intéresser? Je dis, écoute, à la base, j'avais pas pensé ça, tu vois. Mais pourquoi pas, quoi. Donc j'y vais là-bas, je parle même pas, je dis j'y vais, on signe, et puis voilà, et puis on fait 6 mois de fou. 6 mois de fou, il venait de gagner la coupe. Le coach était un top mec, le vestiaire, franchement, j'ai peut-être même plus d'amis au Racing en 6 mois que dans toute ma carrière footballistique, tu vois. Ok, Daniel Damotte. Ouais, mais t'as Pape Mboup, t'as Julien Imbert, t'as Kevin Nakache. Et Romain Ruffier, tu vois, avec qui Tarek Nudra, qui joue encore à la jeunesse. Tu vois, ces 3-4 mecs-là, c'est des vrais amis, tu vois. Donc on se revoit à chaque fois que je rentre, on va manger ensemble et tout. On s'écrit souvent et tout, tu vois.
Donc voilà, et puis tu te dis, voilà, et puis après, un beau soir d'hiver, j'ai mon téléphone qui sonne chez moi, tu vois, et c'est Greg Promo qui m'appelle. Il me dit, écoute Laurent, on va peut-être, il me dit, Aguaz, on va peut-être rechercher quelqu'un, parce que j'ai un départ dans l'effectif, qui va jouer, qui va prendre son envol et tout. Et on recherche un mec d'expérience et tout, tu vois, on a 3 ou 4 points d'avance, et pour monter en N3 et tout. Je lui dis, bah écoute Greg, moi ça m'intéresse. Ah, c'est quand il a repris la R1. Ouais. Et je dis, moi ça m'intéresse, parce que tu te vois, t'as débuté là, tu finis ici. Je dis, Greg, sincèrement, il me dit, R1, tu vas jouer en marchand. Je dis, Greg, j'ai quand même un peu mal là, j'ai un peu mal là. Tu vas vraiment marcher, du coup. Tu vois, et il me dit, écoute, on va faire la carte. Il me dit, on a besoin d'expérience pour encadrer les jeunes. Il me dit, écoute, tu fais 6 mois en R1, on monte en N3, et puis basta, tu vois. Et il y avait Jules Jaillet, tu vois, qui était là aussi. Je viens, et puis ça se passe super bien, quoi. Ça match avec les joueurs, ça match avec le centre, ça match avec Olivier Perrin, avec Seb Muet, tout, quoi. Tu te connaissais les jeunes? De nom peut-être. Ouais, ils m'ont présenté quand je suis arrivé, tu vois, mais moi, tu vois, au départ, ils me disaient, va dans le vestiaire des coachs, je change dans le vestiaire des coachs, mais moi, j'étais joueur, en fait. Et en fait, après, j'ai fait une reconversion, tu vois, dans le deal de revenir, c'était une reconversion. Merci à Olivier, Seb, Greg, mais aussi au président Serein, et qui ont validé ça. Seb Muet. Hein. Ouais, Seb Muet, ouais. Qui est à Monaco, d'ailleurs. Ouais, qui est à Monaco. Et puis le président qui a validé, bien sûr, c'est lui le boss, tu vois. Et puis, on gagne, on fait tout. On fait une super demi-partie de saison. Les 19 marchent très bien. Les 17 aussi avec Sylvain, ça marche super bien. Avec Bertrand Antoine. Et puis derrière, dans ce groupe-là, t'as Georges, Nico Tazé, t'as Clément Atpa, qui joue à Auxerre, qui est en Ligue 1, qui est international ivoirien. Que Greg Promo voulait qu'on garde. Ouais, je sais, parce que j'étais avec Greg, donc je peux te le dire, ouais. Et il a fait beaucoup de choses pour qu'il reste. Bon, après, ça s'est pas fait. Et t'as Georges. Tu vois. T'as Sabali. Ouais. T'as Dia Ndiaye. T'as Aboulo, qui arrive aussi, tu vois. Et Georges, c'était comment? Georges, c'était très bon joueur. Ouais, c'était devant le but, c'était très bon joueur. Après Greg, Olivier, il avait mis aussi en place des spécifiques, de l'individualisation. Greg l'a aussi super bien managé. Moi après je suis devenu adjoint de Greg, tu vois, adjoint de Seb Muet, adjoint de Greg. Donc on a fait. Non, franchement cette période-là, je sais pas si on en parlera tout à l'heure de la formation, mais cette période-là elle est exceptionnelle parce qu'il y a des joueurs qui sont sortis. J'espère qu'ils vont sortir autant de joueurs de ce niveau-là dans le futur. Mais tu as des joueurs qui sont sortis et je pense que le travail qui a été fait avant, il a été très bon. Et puis Greg, il a fait un travail de management de très haut niveau. Seb, pareil. Olivier, pareil. Sylvain, il était chez les 17, pareil. Non, je trouve que ça a super bien bossé. Et puis moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis après, moi, je voulais arrêter. Et on me demande de continuer, tu vois, en N3. Ah oui, à jouer. Ouais, en N3, tu vois, d'encadrer les jeunes et tout, tu vois. Et tu t'es revu un peu, tu sais, là, vous avez joué le titre avec les jeunes et tout, tu t'es revu, tu sais, 20 ans en arrière. On l'a fêté. On l'a fêté. Non, mais je veux dire, toi, est-ce que tu as eu l'impression de revivre un peu, tu vois, les moments Ouais. Et je leur disais aux gamins, profitez, parce que dans 10 ans, vous allez voir, pour ceux qui restent pas, tu vois, on a joué à Saint-Symphorien contre Thionville pour le match du titre, tu vois, pour la montée. Non, je leur ai dit profitez parce que c'est des moments que il faut profiter, vivez l'instant présent. Souvent, on se projette beaucoup dans beaucoup de choses, et moi le premier. Mais tu te dis non, qu'il faut profiter de l'instant présent. Et à l'arrivée, je pense qu'ils ont profité. Georges, je l'ai eu la dernière fois et je te rappelle. Il me dit ouais. Il me dit putain, c'était une belle époque. Et il se rappelle, tu vois. Ouais, il a compris. Ouais, et puis je les vois les mecs. Il invite les mecs à le voir. Ludo Roche. Tu vois, il y avait Malcolm Bokele, le frère de Morgan. Morgan qui a. Il y avait tout ça, tu vois. Anthony Knofler, etc. Tu vois. Donc non, c'est une belle période. Et puis après, N3. Et puis. Continue un petit peu. Ouais. Et puis pour l'anecdote, ça c'est pour Luc Labeux. Je sais pas si il regardera le kiné. Chaque fois que je joue, on gagnait. Moi, j'étais adjoint des 19. Jules Jaillet, il avait arrêté, mais il était adjoint de Greg. Et à chaque fois que je jouais, on gagnait. Expérience. Chaque fois que je jouais. Donc, je faisais le voyage avec Greg. Je prenais la voiture. Je prenais 2-3 joueurs qui jouaient pas beaucoup pour les ramener avec Seb. Et on faisait les matchs avec Seb. Tu vois, avec Seb Muet. Donc, et moi, j'étais adjoint. Donc, top. On a fait ça pendant 6 mois. Et puis, Covid. On fait avec les 19, on fait quart de finale de Gambardella.
Et derrière avec Mathieu Cachbach, Lenny Lacroix, Kylian Sidilia, tu vois, ça fait des joueurs. Ouais. Ça fait des joueurs Déjà sont qui sortis. joue Ouais. de France, Allemagne, Voilà, qui est Fribourg. valorisé à je sais pas combien de millions d'euros, Georges, et puis Cachbach qui est pro à Serein. Serein. Non, t'as quand même Lenny qui À est Benfica, à Benfica. les jeunes. Et Arthur Atta, tu vois. Donc non, t'en as eu et t'en auras encore qui vont sortir, je pense, dans pas longtemps, qui ont vécu cette période-là avec Olivier, Seb, etc. Et puis Covid. Et puis on monte en Ligue 1 parce en N3 pardon, en N2 Non, N2. et on est champion. Hmm. Donc voilà, et puis après on fait la N2 avec Greg, je deviens adjoint de Greg officiellement en N2. Là, t'as pas eu de transition, quoi, en fait. T'as Ouais. pas senti la mort du footballeur, Non, entre guillemets, non, tu vois. non, T'as non. tout enchaîné direct. Ouais, ça a été vite par contre. Ouais. Tu vois, Un j'ai peu eu trop. j'ai eu un coup après Contre quand j'ai coup. passé mon formateur parce que ça a été j'ai enchaîné tous les diplômes d'un coup, BEF, DES, un an d'attente et après formateur. En 4 ans, j'ai eu le formateur. Alors parce que j'avais aussi une carrière, j'avais des matchs qui me permettaient d'enchaîner les diplômes. Maintenant, tu peux plus parce qu'ils ont changé un peu les critères. T'es obligé d'attendre toujours un an avant de Ok. passer l'autre diplôme. Et puis aussi parce que je pense que j'ai fait du bon travail dans mes diplômes, dans mes dossiers, et dans mes pédagogies, tu vois. Mais voilà, la transition elle a été top. Et puis la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu Seb, j'ai eu Olivier qui était directeur, j'ai eu Seb qui m'a mis le pied à l'étrier sur tout ce qui est méthodologie, programmation, individualisation, tout ce qui est l'ordi, etc. Tu vois, il m'a pris sous son aile là-dessus. Tu vois, franchement, j'ai beaucoup appris et je l'en remercie. Et je pense que grâce à lui aussi, j'ai pu avoir un temps d'avance dans mes diplômes. Ça a accéléré un petit peu. Ouais, de fou. Et puis Greg sur le terrain. Greg, il me laissait faire les séances que je voulais. Il me dit, fais des choses, trompe-toi, continue, expérimente, tu veux faire ça, viens, on fait, on se met ensemble, tac, tac. Il me laissait prendre plein de séances et tout, tu vois. Il a été un bon formateur, en fait, tu vois, comme Seb, comme Olivier. J'avais pas trop un lien direct avec Sylvain et Beb parce qu'ils étaient en 17, mais on était dans le même bureau, donc j'écoutais, tu vois, sur comment ils travaillaient au groupe Espoir, etc. Et puis après, ça m'a aussi aidé quand j'ai pris le groupe Espoir, quand j'ai pris les 17 ans il y a 2 ans. Donc on avait ce lien, on travaillait ensemble, on était en synergie totale. C'est pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai pu avoir, tu vois, après ma carrière, avec des mecs exceptionnels, avec Bertrand Barbier, avec Mika Ménétrier, tous ces mecs, tu vois, Greg, Seb, Sylvain. On avait plaisir à venir le matin, tu vois, à 8h, 9h, on avait plaisir. On rentrait, tu vois, franchement, on avait plaisir à travailler ensemble et tout. Et puis on se demandait, est-ce que les joueurs vont sortir et tout. Après, tu as vu, il y a eu une période difficile où les joueurs ils sortaient pas, tu vois, avec Antonetti, etc., etc. Comment tu l'as vécu, toi, ça, la relation tu vois, le fait qu'il dise... Moi, personnellement, avec lui, j'ai pas eu de problème. Non, bah non. Moi, j'ai pas eu de problème. Moi, personnellement, j'ai pas eu de problème. C'était plus... Et sur ce que je sais, il avait... Apparemment, il m'aimait bien. Ah, Apparemment. t'aurais pu passer à adjoint. Non, j'avais pas cette ambition-là. Non. Maintenant, je pense que je vais l'avoir dans le futur, mais j'avais pas cette ambition-là. Moi, pour moi, ma priorité, c'était d'avoir le formateur. Parce que moi, j'allais au conf et j'entendais ce qu'il disait quand il disait il y a pas de jeunes à Metz, etc. Tu vois. Mais Et moi, j'imagine que vous l'avez entendu. non, moi, ça me faisait chier. Je te dis très sincèrement, ça me faisait chier. Moi, pour moi, c'était un manque de respect. Pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis du club, vis-à-vis de l'histoire du club. Tu vois. Alors, peut-être, pour lui, les joueurs n'étaient pas suffisamment bons. Mais ça, il faut le respecter. Tu vois. Mais sauf que l'histoire derrière, elle te prouve que non. L'histoire derrière, elle te prouve que non. Clément Akpa, mais Clément Akpa, je crois qu'il l'aimait bien parce que moi, je le voyais aux séances avec Fred Antonetti. Non, mais il faisait les séances. Il faisait les Mais séances. après, il n'a pas signé. Ouais. Tu vois. Après, il n'a pas signé, mais après, aujourd'hui, je suis pas entraîneur professionnel. Je peux pas te dire qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Je peux pas te dire. Le jour où je le serai, peut-être que je te dirais, ouais, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, ou je ferais ci, ou je ferais ça. Mais maintenant, avec un tout petit peu de recul, l'histoire te prouve que Georges, il avait le niveau. L'histoire te prouve que Clément Akpa, il avait le niveau. Tu vois. Donc automatiquement, tu vois, et t'en as d'autres. T'en as d'autres qui arrivent maintenant, Bokele, Ndukidi, Atta. Tu vois. Ouais. Mais tout ça, c'est l'égide sous Seb, sous Olivier, sous Greg, sous Sylvain, et puis toute l'équipe, tu vois. Donc plus le recrutement avec Eric, etc. Donc tu te dis, voilà, ça bossait bien, mais sauf qu'à un moment donné, il faut être patient dans la formation. Il faut être patient. Et un joueur aujourd'hui, regarde, moi, tu as cité tout à l'heure, je suis sorti à 21 ans. Il y en a, ils sont sortis à 19 ans.
Aujourd'hui, on veut que des joueurs ils jouent à 17 ans. J'ai vu, il y a un mec de 15 ans ou 14 ans qui a joué à l'entraînement avec l'OM. Alors qu'il est pas fini corporellement, enfin, tu vois, c'est même dangereux. Aujourd'hui, t'as pas le niveau 1 dans ton recrutement. C'est compliqué de pouvoir sortir des joueurs très, très jeunes très tôt. Donc aujourd'hui, Morgan Bokele, pour moi, Morgan Bokele, c'est un futur grand joueur. S'il continue à travailler, à écouter, etc., etc. Pour moi, il a toutes les capacités. Je trouve qu'il a un truc aussi. Pour moi, il a quelque chose de différent. Mais il a Quand pas tu prends la balle, il se passe quelque maintenant. chose. Il a quelque chose de différent depuis qu'il arrive au club. C'est juste qu'il y a le temps. Il a 16 ans, moi, il a fait Sylvain. Après, moi, je l'ai eu en 19. Après, il est monté en réserve. Greg aussi, Seb aussi. Tu vois, ce travail collectif, le recrutement, etc. Mais aujourd'hui, voilà, il commence à sortir. Mais il faut avoir un entraîneur qui puisse le faire jouer. Aujourd'hui, avec ce que je vois de l'extérieur, même si j'avais discuté un peu avec lui avant de quitter Metz, moi, je pense que l'entraîneur là, c'est l'entraîneur qu'il faut au club. Est-ce qu'il va perdurer dans le temps ou pas? Je sais pas, tu vois. Mais il fait jouer les jeunes, il avance. Mais si on prend l'exemple de Gauthier, aujourd'hui, tu as 2 joueurs, 2 piliers, c'est Mathieu Hudol, Gauthier. C'est 2 joueurs de ton centre de formation. Ça veut dire que le club, il s'est formé. On n'a pas perdu ça, malgré ce qu'on a dit, malgré ce qu'on a entendu. Et je parle pas que d'Antonetti. Comme quoi qu'on avait mal travaillé, etc., etc. Moi, je peux te dire, je suis très fier du travail qui a été fait. Très fier du travail qui a été fait, de l'ensemble des collaborateurs. Parce que je me dis que si tu comptes les joueurs, Sidilia, Atta, Kalambaï, Lacroix, Mikel Brancis, Miko Tadze, Milan Robin, qui est sorti, qui joue en professionnel. Qui a fait des belles pertes ce week-end. Clément Akpa, et j'en oublie, tu vois. Ndukidi, Rayo, tu vois. Alors, ils vont venir dans le temps, tu vois. Ousmane Kébé. Ouais, tu vois. Et puis t'as les gardiens de but qui vont arriver. Moi, je pense que le travail a été bien fait, tu vois. Moi, je suis très fier du travail que l'on a fait avec Seb, avec Olivier, avec tous les collaborateurs que je t'ai cités avant. Et j'espère dans le futur qu'ils vont sortir autant de joueurs. C'est mon souhait le plus profond, tu vois. N'empêche, tous ceux que tu as cités là, tu les as quasiment tous eus. Parce que tu as été avec les 19, tu as été avec les 17. C'est tous des joueurs que tu as vus. Mais après, il faut pas s'approprier de dire moi j'ai formé le joueur là. Non, parce que quand j'entends ça, franchement, ça m'horripile. Parce que j'en entends beaucoup, tu vois. Et mais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Non, le joueur était là. C'est comme dire Bologna, il a lancé Cristiano Ronaldo. Et Cristiano, il était là, il n'y a pas eu besoin de Bologna pour. Mais c'est surtout que il y a le travail de l'école de foot, oui, c'est ça. Le travail de la préfo, il y a le travail de la formation initiale, le travail de la formation finale, il y a la post-formation, il y a la famille, il y a les agents, il y a l'environnement, il y a le club, il y a tout un écosystème autour du joueur qu'un directeur de centre, il peut pas dire ouais, moi j'ai formé tel joueur. Non, pour moi, après peut-être que je me trompe. Je suis d'accord. Mais tu n'as pas formé le joueur. Tu as fait partie du chemin du joueur. Et des fois, de manière peut-être positive, mais aussi peut-être de manière négative. Mais peut-être que la négativité a fait avancer le joueur. Tu vois ? Donc à un moment donné, c'est un ensemble. C'est l'ensemble des collaborateurs qui font que Atta, il est ce qu'il est aujourd'hui. Mais il est parti de Rennes. Après, il est venu, voilà. C'est ça qu'il est à Rennes. Mais faut pas oublier ce qu'il a fait à Rennes, en section sportive, machin, à Rennes, etc. L'environnement, sa famille. Et pour moi, c'est un top joueur, lui. Mais tu vois, et tu peux pas travailler avec Atta, Arthur, et travailler avec Morgan Bokele de la même façon. Parce que c'est 2 personnalités différentes. Chaque personne est unique. Et tu peux pas avoir la même pédagogie pour chaque gamin. Arthur, personnellement, moi, il a joué avec mon 19 un petit peu. Sincèrement, amuse-toi, joue. Je veux lui dire quoi? Ouais, 2-3 petits trucs, des placements, des trucs comme ça. Mais il joue, fais ce que tu veux. Parce qu'il avait cette capacité à comprendre plus facilement que les autres. Par contre, Morgan, voilà, t'es obligé de travailler sur la psychologie avec Morgan. Des coups de bâton, un bisou, 3 coups de bâton, 2 bisous. Tu vois? Et il y a tout ça, tu vois. Plus derrière lui. C'est comme disait Greg un peu par rapport à ça, tu vois, que tu pouvais pas être... avoir la même, enfin pas éducation, mais avoir le même jugement et la même gestion. Non, tu avec peux pas. Et il me prenait l'exemple de Maïdine Douane notamment. Moi, tu vois. Maïdine, on l'a eu. On s'est aimé, on s'est frité. Voilà, il n'y a pas de. Tu vois, et aujourd'hui, il joue.
Mais si tu regardes Deuxième meilleur dribbleur de Ligue 2. Ouais, si tu regardes l'évaluation que l'on a faite au centre, il avait les capacités pour le faire. Après, il y avait juste lui. Est-ce qu'il était capable? Et aussi, surtout, des rencontres. Peut-être qu'à Metz, c'était pas le bon environnement pour lui. Le bon coach, le bon contexte. Et peut-être qu'aujourd'hui, un joueur qui ne réussit pas à Metz, ça veut pas dire qu'il peut pas faire professionnel. Ça veut dire que peut-être son environnement, il est pas en adéquation avec lui-même. Donc c'est pour ça que les choix des clubs, les choix des formateurs, on s'invente pas formateur, on s'invente pas éducateur. C'est un vrai métier. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors pour moi, il y a 2 sphères, c'est le recrutement et après, tu as les formateurs et la méthodologie que tu mets en place. Après, on pourra faire un autre podcast si tu veux. Sur la formation, moi j'aime bien, ça me passionne. Ouais. Je pense que ça va passionner les gens. Mais c'est mon métier, je pourrais en parler des heures. Mais sincèrement, tu as quelque chose entre les mains et à toi de travailler avec lui, mais tu dois recruter les bons joueurs au départ. Parce que si tu recrutes des joueurs moyens, les joueurs moyens, peut-être que tu t'en feras un joueur moyen plus. Mais tu es obligé d'avoir des bons joueurs de base, fait que tu vas pouvoir élever le niveau de ton centre, quoi. Donc je pense qu'on a fait du bon boulot. Vraiment. Je pense aussi, parce qu'on voit les joueurs qui sortent, là, tous ceux qu'on a cités. Ouais, plus t'as le complément ou le surplus de Génération Foot. Parce qu'il faut pas le dénigrer, bien au contraire. T'as des joueurs de haut niveau qui ont rapporté énormément au club, qui ont fait des choses. Et je pense qu'il y a une grosse complémentarité. Et l'avantage de Fred, c'est qu'il a travaillé là-bas. Fred, il a travaillé là-bas, il connaît, il voit la formation aujourd'hui, et j'espère qu'il arrivera à faire cet attelage-là, de pouvoir mixer les deux et de pouvoir travailler là-dessus. L'idéal, moi, en tant que formateur, c'est dans 5-10 ans, de dire, voilà, t'as 11 joueurs sur le terrain, presque, qui sont du centre de formation. Presque, tu vois. Comme ça se faisait à Lyon à un moment donné, je crois qu'ils avaient 10 ou 11 joueurs. Ce qui s'est fait à Metz, presque. Tu vois. Ou une majorité, tu vois. Donc voilà, c'est comme moi aujourd'hui, on est au Maroc, c'est que t'as les binationaux qui remplissent énormément les sélections, et l'objectif de la DTN et de la fédération, c'est que à terme, au lieu de 70-30, 32 locaux et 70 des binationaux, c'est que t'es au moins 50-50, au minimum. C'est pas mal perçu, ça, sur place? Non, parce qu'aujourd'hui, ils mettent en place un processus qui va permettre d'avoir 50-50, je pense, tu vois, ou 60-40, mais qui va permettre d'augmenter le niveau des joueurs locaux à travers tout la venue des directeurs techniques, dans tous les centres de formation, la structuration des centres de formation, le niveau national des compétitions. Il y a une réforme des compétitions avec une poule unique, avec que les centres de formation, etc. Tu vois, donc ça va élever le niveau, plus des stages à l'étranger, des compétences étrangères, plus la formation en interne des cadres marocains. Donc non, la CAN, la Coupe du Monde en 2030, c'est un projet faramineux. Donc tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Mais il faut de la patience. Et quand tu arrives dans un endroit, il faut pas critiquer ce qui s'est passé. Il faut pas dire ouais, mais avant ce qui s'est passé, c'est catastrophique. Tu vois, parce qu'il faut respecter l'héritage. Il faut respecter le club, l'environnement ou le pays où tu vas et la culture. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, tu vois. J'étais surpris d'ailleurs de te retrouver dans cette position-là. T'as pas eu peur de sortir du cursus coach? Comment c'est venu cette opportunité-là? Bah, ça fait déjà 1 an qu'il m'avait contacté, tu vois. Est-ce que t'as eu Guingamp juste avant, qui voulait que tu viennes pour le centre? Bah ouais, j'ai eu Guingamp, j'ai eu Lorient, Le Havre, à l'Ouest. Et un peu avant, j'avais eu Reims, avant de prendre la préfo. Mais et puis après non, voilà, on s'est séparés d'un commun accord avec le club. J'avais, comme ils l'ont dit, j'avais des envies d'ailleurs pour plusieurs raisons. Et à l'arrivée, moi aujourd'hui, le FC Metz, c'est mon club de cœur. J'ai rien contre ce club, bien au contraire. J'avais envie de prendre des responsabilités, je suis parti les prendre. Tu sentais que c'était bouché? Est-ce qu'il y a un problème aussi avec les anciens joueurs? Alors je dis pas ça de façon négative, mais tu vois, on voit qu'il y a des départs et tout ça. Est-ce qu'on leur donne pas assez leur chance au niveau du ça dépend dans quel poste ce que tu veux. Si tu veux entraîner l'équipe professionnelle, là tu peux te dire oui, parce qu'aujourd'hui combien d'anciens joueurs professionnels ont pris l'équipe pro, notamment ces dernières années? Aucun. Peu, ouais. La direction du centre, elle a très peu bougé. Elle a bougé beaucoup ces 5 dernières années. Après, il fallait avoir aussi le diplôme pour être directeur de centre. Non, je peux pas remercier le président Serein de m'avoir fait revenir. Parce qu'il a eu la volonté avec les dirigeants de Olivier, Seb, etc. Sylvain aussi, Greg aussi, etc. Après, c'est les aléas du quotidien, c'est les affinités, c'est les connexions. Après, moi, très sincèrement, j'étais ambitieux, je le cache pas.
j'étais ambitieux. Alors peut-être il y en a qui l'ont pris comme quoi j'étais stratège. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment que à la fin, sur la préformation, franchement, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place, tu vois, j'étais pas à ma place. Mais je respecte totalement les choix, etc. Aujourd'hui, sans aucune animosité, parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis heureux où je suis, et je pense peut-être que c'est le destin et qu'il fallait que ça se passe comme ça, parce qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé en tant qu'homme, vraiment, je me suis retrouvé en tant qu'homme. J'ai eu un moment donné où ça a été difficile. Je me suis retrouvé en tant qu'homme. J'ai réappris ce que c'était l'humilité. T'arrives dans un pays différent, dans un continent qui est différent, avec des personnes qui voient le football aussi différemment. Aujourd'hui, je côtoie des anciens directeurs de grands clubs, l'Académie Mohamed VI à l'Ajax, au WAC, Jackie qui était à la DTN en Belgique, qui a réformé le football belge à la formation, qui était sur Anderlecht, etc. Jean-Marc Nobilo, qui est un grand formateur en France, et j'en passe, des Espagnols, des Portugais. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis formateur. Et je continue à me former. C'est exceptionnel pour moi de côtoyer ces gens-là. Et pour moi, la grande richesse, c'est que c'est pas des gens qui disent moi je, tu vois. C'est qu'ils sont là dans le partage. Tu vois, ils partagent, ils apprennent aussi. Ah, mais moi, je vais apprendre de toi aussi, Laurent, tu vois. Et ça, c'est super intéressant, tu vois. En fait, le projet, il est là, c'est de structurer. Ils ont recruté 10, maintenant 11 directeurs techniques. C'est de structurer tous les centres de formation. Il y a 11 clubs, notamment les grands clubs qui sont dedans. Il y a des clubs qui sont déjà très très bien structurés. Au niveau structure, ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe en France. Par contre, tu as d'autres clubs où on est nous, où on doit structurer bâtiments, restauration, scolarité, aménager, les études. Un boulot de directeur de centre, tu vois. Mais à l'échelle d'une sélection. À l'échelle nationale, pour un développement, pour nourrir les sélections. Et c'est un projet de développement national. Et toi, tu gères U17 à U20 alors? Voilà. Pour certains clubs. De U13 jusqu'à U18, tu vois, notamment sur la région du Nord et notamment en ce moment sur le club de Tétouan. Et là, on est en train de faire l'audit sur le club de Tanger. Et aujourd'hui, on a mis des éducateurs en place, on a mis tout ce que je te dis, la restauration, la scolarité, les études, les transports, les éducateurs, la formation de cadre, la méthodologie de développement au quotidien, tu vois. Tous les détails que tu me disais tout à l'heure, quand tu disais c'est pas le directeur qui forme, mais c'est tout un ensemble. Non, t'as mis éducatif, t'as mis responsable scolarité, des surveillants et tout, tu vois. Et puis bah tu crées des centres de formation qui avaient déjà, mais tu les optimises avec des nouvelles structures, avec un fonds de dotation exceptionnel. Et voilà, donc tu te dis, t'es en position de directeur, tu mets en place les choses. Et tu fais avancer les choses, tout ce que je voulais. Donc et j'avais les U21 moi, tu vois. Après j'ai arrêté parce que en accord avec la fédération, on a tous arrêté les directeurs parce que à un moment donné, on s'est rendu compte que il y a beaucoup de trajets au Maroc, des longs trajets, notamment sur les 16-17 et tu peux pas voir toutes les équipes. Donc à un moment donné, on a dit on arrête et ça fait trop. Ouais, et puis il y avait beaucoup de fatigue et tout. Donc là, on s'est recentré un peu plus sur le poste de directeur, mais je suis tous les jours sur le terrain. Tous les jours sur le terrain. Tous les jours. Moi, le terrain, obligé. J'ai dit, je viens, mais par contre, je vais être sur le terrain. Donc ça. Pas dans un bureau. Ouais. Non. Moi, pour moi, la place de directeur, elle doit être sur le terrain. Elle doit être au contact de ses éducateurs. Puis après, bien sûr, tu fais des réunions administratives, des copiles, etc. Il n'y a pas de problème. Mais la vérité, elle est sur le terrain. La vérité est sur le terrain. Et si tu veux que les mecs ils te suivent, il faut que tu sois bon sur le terrain. Donc aujourd'hui, non, je prends beaucoup de plaisir là-dessus. Et puis, il y a un projet il y a 10 ans de réforme au Maroc. T'as vu, ils ont la CAN, ils ont la Coupe du Monde. Voilà, après, j'aurais pu rester en France, j'aurais pu prendre un peu de temps, mais j'ai voulu replonger très très vite parce que c'est ça qui m'a permis aussi de passer le cap, tu vois. Donc voilà. Et puis de plonger dans l'inconnu quelque part, enfin quelque chose de nouveau. Alors que c'est difficile de quitter son club de cœur. C'est très difficile. Au début, je me suis posé les questions, tu vois, ça a été difficile. Mais c'était comme ça, il fallait le faire. Et puis à l'arrivée, aujourd'hui, je suis très très épanoui. Je dis, je me suis beaucoup retrouvé en tant qu'homme, et ça me permet de mettre en place des choses, et aussi de sûrement aller peut-être sur le diplôme professionnel, tu vois. Et puis pourquoi pas par la suite, je sais pas. Voilà, j'ai signé 3 ans.
Je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je suis très content pour l'instant. Et puis après, on verra les opportunités. Mais ce qui reste inchangé par rapport au début de la discussion, c'est que je suis ambitieux. Je suis ambitieux. Vraiment, mais les gens peut-être souriront, peut-être ils vont dire ouais, il est trop prétentieux, trop ci, trop ça. Mais ouais, je veux être à terme. J'ai envie de devenir un très grand entraîneur. Je l'ai pas été en tant que joueur. Je vais essayer de l'être en tant qu'entraîneur, tu vois. Et ça passe donc par la. Et c'est quoi l'objectif de la fédération? Former des joueurs du même niveau que les binationaux, que les Brahim Diaz, que les. Bah en fait, c'est aujourd'hui, c'est de former des joueurs au très haut niveau pour les équipes nationales, en passant par les clubs, en passant par les pôles espoirs, parce qu'il y a des pôles espoirs. Il y a aussi des directeurs techniques régionaux qui s'occupent de toutes les régions, de détection, etc. Et nous, on participe à ça, tu vois. On fait des séminaires tous les mois, on participe aux détections de U13 jusqu'à U15 pour les faire rentrer dans les pôles, pour les faire rentrer dans les centres et dans toutes les régions, tu vois. On a un gros pôle à Agadir où on va passer 10 jours de U12 jusqu'à U15. On va voir tous les jours du pays, tu vois. Après, on va les mettre à proximité dans les clubs du coin, avec les pôles espoirs, etc. Tu vois. Mais c'est bon pour moi, 41 ans, vivre ce truc-là, c'est une formation encore plus accélérée. J'ai beaucoup appris à Metz, et franchement, merci à tout le monde parce que j'ai beaucoup appris de tous, dans le bien comme dans le moins bien. Mais là-bas, j'apprends à accélérer de fou parce que t'es au cœur même du réacteur et t'es aussi décideur de certaines choses, tu vois, et ça c'est quelque chose d'important, tu vois. Voilà. Pour finir, il y avait un truc aussi que je voulais aborder. Vas-y. Vite fait, c'était le futsal. Tu te Ouais. rappelles, à Schumann, on peut l'évoquer rapidement, t'avais développé la section futsal à Schumann. Est-ce que c'est encore dans un coin de ta tête, cette discipline? Je parle de ça parce je sais pas si t'as suivi, il y a la Kings League là, qui arrive en France. Il y a beaucoup de passerelles. Je sais pas si le futsal, où ça en est. Bah, je l'ai fait à travers mon diplôme du DES. On a, avec le club, hein, bien sûr, avec le lycée Robert Schumann, et via mon diplôme du diplôme d'état supérieur, on a mis en place la section sportive Schumann, qui a permis d'avoir le PFA derrière, le pôle d'excellence du football amateur, qui a été inauguré avec une installation futsal, avec un dôme, etc. Donc c'est parti de mon projet que j'avais initié à travers le DES, avec Olivier, qui avait validé ça à l'époque. Et pour moi, aujourd'hui, le futsal doit faire partie intégrante de la formation du jeune joueur de haut niveau. C'est pour ça que je parle de ça, parce qu'on est dans la formation. Donc. Bah ouais, pour moi, dès le plus jeune âge. Tu vas au Brésil, ils ont double licence. Tu vas au Portugal, pareil. Mais pour moi, on doit utiliser le futsal comme un moyen supplémentaire de développement, notamment sur les habiletés motrices, notamment sur les transitions, gain, perte, gain, de travailler la capacité technique du jeu sous pression et tout. Et au Maroc, ça fait partie de la méthodologie de développement, parce qu'ils ont une équipe futsal de haut niveau. Tu vas au centre technique de Mamoura, il y a le futsal en interne, il y a le beach soccer et tout. Donc non, le futsal, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et nous, dans les clubs, on essaye, parce qu'après, il faut améliorer les structures, mais de travailler sur des structures qui te font penser que c'est du futsal en extérieur, parce que ben voilà. Mais c'est quelque chose de, pour moi, de très important pour la formation du jeune joueur de haut niveau. Voilà. Super. Bon, je crois qu'on a fait le tour, on a fait long, mais franchement, je pourrais parler des heures comme ça de foot et tout. Bah, moi aussi. Moi, j'adore. C'était super. Je te remercie beaucoup, et puis c'était super intéressant. Et moi, ça m'a permis aussi de me remémorer des souvenirs, ouais. certains souvenirs, certains passages de ma vie ici à Metz, et je pense qu'elle n'est pas finie. Qu'elle n'est pas finie, et le rêve ultime, ce serait peut-être un jour, peut-être comme Greg, comme Sylvain, peut-être comme d'autres, de prendre l'équipe première, peut-être dans 10 ans, dans 12 ans, dans 7-8 ans, je sais pas. On te le souhaite, après vous voulez tous le poste. Il y a qu'un autre. Aujourd'hui je le veux pas, je te dis sincèrement, je le veux pas, parce que j'ai pas le diplôme. Alors on vous met parce que j'ai pas les compétences aujourd'hui, je les aurai, j'espère, un jour, mais on vous met 4 entraîneurs, sinon 5 entraîneurs, l'un à côté de l'autre. Non, mais après voilà, c'est ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, c'est que je me suis remémoré toutes les passages de ma jeune carrière footballistique et d'entraîneur, et le club m'a quand même beaucoup donné. Donc tu lui as bien rendu aussi, je pense. Ouais, sincèrement, je te dis la vérité, j'ai fait ma carrière de joueur, je pense que je lui ai beaucoup plus donné en tant qu'éducateur qu'en tant que joueur.
Ça, c'est mon avis parce que j'ai beaucoup donné en tant qu'éducateur. Il y a une chose est sûre, c'est qu'on peut pas me reprocher mon travail. Ok, j'ai une tête de con, j'ai peut-être fait des trucs et tout, pas de problème. Mais franchement, en tant qu'éducateur, j'ai donné le maximum. Et pour te dire juste une dernière chose, c'est que quand je vois Morgan Bokele, quand il remonte au boulevard des légendes et que quand il me voit, il vient et il me serre dans ses bras, ça pour moi c'est la plus belle preuve pour un éducateur. Tu vois, donc ça c'est quelque chose d'exceptionnel, ce que j'ai vécu vendredi, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Tu vois. Magnifique. Bon, Voilà. On conclura sur ces belles paroles et ce beau geste, bel échange avec Bokele. Bel échange aussi avec toi. Aujourd'hui, je suis très content de t'avoir reçu ici. Je pensais que ça allait être intéressant et je me suis pas trompé, donc je suis content qu'on ait fait ça ensemble. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de retracer ton parcours. Quant à vous, avant de trinquer, je vous dis de laisser un pouce bleu, un like comme d'habitude, commenter, n'hésitez pas à partager l'émission. Et puis j'espère que ça fait plaisir à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis on se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao tout le monde, ciao ciao.